Bon après-midi à tous et heureuse de vous retrouver une fois de plus au cœur du débat politique sur la télévision du monde. La marche vers la présidentielle 2018 se poursuit tranquillement au Cameroun. Il faut dire qu'entre le code d'honneur récemment validé au Palais des Congrès de Yaoundé, les alliances entre les différents partis politiques en course pour ce scrutin de 2018 prochain et toutes les stratégies des états-majors des 9 candidats en course pour Etoudi 2018, il faut dire que la présidentielle constitue le cœur du débat de votre émission Tous Azimuts cet après-midi. Mais avant d'en arriver, on aura l'occasion de se pencher sur l'actualité de la crise anglophone au Cameroun après les récentes sorties de l'ONU et des ONG qui appellent à la paix dans cette partie du Cameroun. Également au cœur du débat, la problématique du livre de 5e qui parle de sexualité aux enfants, aux jeunes enfants dans le système éducatif camerounais. Non sans parler de cette rentrée des classes à double ton, sous tension dans le nord-ouest et le sud-ouest, et bien sûr avec la problématique des réformes qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à la télévision du monde. Une fois de plus, bienvenue. Émission se voulant interactive, vous avez un code d'accès pour nous joindre dans ce débat, le 6 99 13 50 75. C'est le numéro par lequel vous avez l'obligation de participer au débat ce samedi. Et bien sûr, pour échanger sur ce plateau, toujours trié sur le volet, je vais commencer par la dame de ce plateau. Elle est présidente de l'AFP, mais également secrétaire générale de la plateforme pour la Nouvelle République, initiée autour du candidat Kéré També Mouna. Bienvenue, Madame Alice Sadio. Merci, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, surtout qu'on sait que vous avez une aversion particulière pour cette situation de livre en cette période de rentrée scolaire. Oui, tout à fait. L'Alliance des forces progressistes par ma voix s'est déjà amplement prononcée sur la question. Je pense que dans le vif du sujet, on va revenir là-dessus. Bien entendu. Ça fait partie du débat. À ma gauche, lui, commence à devenir un habitué de ce plateau de Tous Azimuts. Il est président de la section au GRDPC dans Douala 2e. On parle bien du RDPC. C'est un homme politique, mais c'est également un économiste. Il s'appelle Charles-Élie Zanzan. Président, bienvenue. Bonsoir ici, bonsoir ici, bonsoir aux autres copanélistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Comment se porte Douala 2e en cette période de rentrée scolaire? Nous sommes prêts, On attend, nous avons hâte à ce que le 7 octobre arrive. Donc, non, ça va, nous sommes prêts. C'est vrai que c'est une compétition, il y a toujours des choses à régler ici et là, mais la commission communale, elle est à pied d'œuvre. Le président Pongo, la présidente Frampo et moi-même, nous sommes déjà à pied d'œuvre avec toutes les élites du RDPC de la commune et ceux des partis amis qui nous accompagnent dans cette élection. Nous sommes prêts, Le troisième invité est un homme politique, un militant du Manidem, le Manidem dont on parlera également cet après-midi. Monsieur Bedimoko nous fait l'honneur de sa présence cet après-midi. Bienvenue. Merci de me recevoir et bonsoir aux autres copanélistes. C'est toujours un plaisir pour nous de venir échanger avec les autres et avec vous sur les sujets d'actualité. Le quatrième invité qui malheureusement ne pourra pas nous rejoindre était Abel Elimbi Lobé pour des raisons personnelles. Il ne pourra donc pas se joindre à nous cet après-midi pour le débat. Après la transition, on rentre dans le vif du sujet. La crise anglophone continue d'être au cœur des débats dans l'ensemble du triangle national. Très attendue, la sortie de la communauté internationale qui petit à petit commence à se faire entendre, notamment l'ONU cette semaine qui a appelé les sécessionnistes dans cette partie nord-ouest du Cameroun à cesser les attaques et à permettre aux élèves de rentrer dans les établissements pour ce droit à l'éducation qui leur est dû. Également Human Rights Watch, l'ONG demande aux groupes armés
sécessionnistes de respecter le droit à l'éducation. Des appels sortis ici et là pour inviter les uns et les autres au retour au calme. Mais il faut noter qu'on a eu quelques actions encore désastreuses en ce début de rentrée scolaire, notamment les kidnappings et les détentions des civils qui ne partagent pas la même cause que celle prônée par les sécessionnistes. Comment comprendre encore, Madame Alice Sadio, que malgré les appels qui sont lancés ci et là, qu'on ait encore des actions orchestrées de ce côté-là? Oui, vous faites bien de le relever. C'est une situation déplorable et que nous devons tous dénoncer. Le seul bémol que je voudrais apporter sur la dénonciation, c'est que dans une situation de conflit, comme c'est désormais le cas, parce qu'il ne faut pas se voiler le visage, les dénonciations à sens unique sont généralement de nature stérile dans la perspective d'une recherche de solutionnement. En d'autres termes, il faudrait avoir le sens de la dénonciation équilibrée, avoir le sens de l'interpellation à la retenue qui s'oriente ou qui s'adresse aux extrémistes de part et d'autre. Concrètement, pour celui qui nous écoute, peut-être il faudrait être un peu plus pratique pour le permettre de mieux cerner votre propos. Je suis pratique. Je parle en français, je suis pratique. Je suis en train de dire ceci. Oui. Vous êtes journaliste. Bien sûr. Vous êtes donc historien du présent. Bien sûr. Et vous pouvez donc rendre compte Bien sûr. de comment est-ce que les choses ont dégénéré dans ces deux régions de notre pays. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé sur ce Et au-delà de votre qualité de journaliste, vous êtes une citoyenne. Et je ne pense pas qu'il existe un citoyen bien pensant camerounais qui puisse se réjouir de ce qui se passe. Parce qu'on on en parle aujourd'hui, on banalise un peu, on en parle comme s'il s'agissait d'un jeu. Il ne s'agit pas d'un jeu, madame, monsieur. Il s'agit des êtres humains qui sont tués par une des parties comme par l'autre. Parce que, quel que soit de quel côté le coup de feu est tiré, c'est un être humain qui tombe. Si c'est un soldat qui tombe, c'est un Camerounais soldat qui tombe. Si c'est un sécessionniste, ambazonien, séparatiste qui tombe, c'est un citoyen camerounais qui tombe. La question fondamentale donc qu'il faut se poser, et c'est là où j'étais en train de vous dire, je parle français, et je n'ai pas cru devoir rentrer dans la chronologie de comment est-ce que ça a commencé, parce que je suis entourée ici des hommes qui sont des acteurs politiques, et donc ils savent. Oui. Alors, seulement vous parlez également pour les téléspectateurs qui parfois ne savent pas. Ils savent aussi, les téléspectateurs savent. Parce que quand vous allez dans les réseaux sociaux, quand vous voyez la réactivité des Camerounais sur cette question-là, ils en savent même parfois plus que nous. Ils sont les témoins autant que nous. Ils ne sont pas en dehors alors vous souhaiterez que les organisations puissent s'adresser en même temps à l'État. J'étais en train de dire ceci. On ne peut pas, en tant qu'acteur politique, valablement défendre la thèse selon laquelle, du jour au lendemain, des compatriotes qui hier vaquaient à leurs occupations, se sentaient camerounais, du jour au lendemain, seraient devenus fous, au point de prôner la mort, de prôner la violence, de prôner le feu. C'est que forcément, il s'est passé quelque chose, des frustrations qui ont été accumulées. Et parce que le Cameroun n'est pas ce n'est pas une nouveauté au Cameroun. Partout dans le monde, en Syrie, au Mali, etc., au Soudan même, partout dans le monde, on voit comment les situations de tension qui ne sont pas bien adressées par les entrepreneurs politiques, notamment ceux qui ont à charge le pouvoir dans les républiques, lorsque ce n'est pas bien adressé, eh bien, généralement, ça dégénère. Donc, conséquence logique, si au Cameroun, on est aujourd'hui confronté à une situation de dégénérescence, c'est qu'il y a eu défaillance au niveau du politique, qui a la responsabilité prioritairement de mener à bien, de préserver, qui est garant des institutions et qui est garant de la paix.
Bien qui est sûr. garant du vivre ensemble. Bien Alors, sûr. si aujourd'hui, donc il faut questionner à quel moment est-ce que nos politiques publiques, à quel moment le rapport entre les gouvernants et les gouvernés, il y a eu rupture pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans un dialogue de sourds où seule la force des armes peut parler. Je reviens à vous pour voir un tout petit peu. Il faut comment questionner avancer, en profondeur. Avancer. Vous avez abordé un angle, M. Bédimo. On parle des politiques qui ont joué un très grand rôle dans ce méli-mélo qu'on observe aujourd'hui. Il faut dire qu'on a vu beaucoup de partis politiques également jeter un peu d'huile dans le feu lorsque cette affaire prenait de l'ampleur. Bien, Madame Sadu a dit quelque chose de bien, c'est que les causes de la crise sont des causes politiques, c'est-à-dire c'est des causes de mauvaise gestion qui ont conduit peut-être certains Camerounais, par rapport à leur frustration, à prendre certaines positions. Mais alors, là où je ne suis pas d'accord, c'est que moi je suis militant d'un parti patriotique, progressiste et foncièrement nationaliste. Alors, je prends très mal chaque fois que la communauté internationale réagit à travers l'ONU ou autre chose et qu'on en fasse un programme. Parce que pour nous, les problèmes du Cameroun se résolvent d'abord à l'intérieur du Cameroun. Donc que l'ONU, c'est ce que l'ONU a fait. Je ne dis pas que les positions de l'ONU sont mauvaises, mais bon, ce n'est pas l'ONU. Ils ont fait une sortie mais qui est plutôt positive. C'est pas l'ONU qu'on doit attendre pour venir résoudre les problèmes du Cameroun. C'est toujours de l'infantilisation. Nous avons les moyens et nous avons le devoir de résoudre nos problèmes nous-mêmes à l'intérieur de notre pays. Oui. Deuxième chose, j'ai frémi tout à l'heure aussi quand elle a fait une forme d'équilibrisme. Quand on condamne à gauche, il faut condamner à droite. Quand on en fait un principe, il y a un problème. Pour moi, on ne peut pas avoir pour principe, quand il y a conflit, une situation aussi grave que celle-là, de dire que quand on dénonce à gauche, il faut aussi absolument dénoncer à droite. Parce que notre position est laquelle? Ce n'est pas parce qu'on est contre le système BIA qu'on doit confondre le système BIA au Cameroun. Le système BIA, ce n'est pas le Cameroun, c'est un système qui passera. Le Cameroun va rester. Maintenant, ceux qui ont en charge les affaires de l'État sont garants et de l'intégrité du territoire et de la sécurité des personnes et des biens. Et ils ont la légitimité de porter des armes. Maintenant, s'il faut transformer ces frustrations, parce que les frustrations, la mauvaise gestion du système BIA, tout le monde est d'accord là-dessus, a causé des frustrations pour tout le peuple. Et puis, il y a des cas spécifiques, comme il y a le cas spécifique de la zone anglophone, parce que leurs frustrations ne peuvent pas être celles des régions de l'Est ou bien celles des régions du Nord, mais nous avons tous des frustrations et des revendications à faire par rapport à la gestion du pays par le système BIA. Maintenant, est-ce pour cela qu'il faut prendre des armes pour partitionner le Cameroun? Nous sommes au Mandem résolument contre cela. Pourquoi? Parce que cette intégrité du territoire, ce territoire que nous l'avons acquis de haute lutte. Depuis l'aube des indépendances, les Camerounais se sont battus pour qu'il y ait ce Cameroun-là. Il est vrai, les accords de Fumban ont été une duperie pour la zone anglophone. Et ceux qui sont célébrés comme des leaders anglophones, c'est eux qui ont trompé le peuple. Et les frustrations partent de là. Alors nous sommes résolument contre que des Camerounais prennent des armes pour partitionner le pays face à des Camerounais, c'est-à-dire les militaires camerounais, qui ont la légitimité de porter des armes. C'est pour ça que nous entendons quelquefois il faut un cessez-le-feu bilatéral. Moi, je ne sais pas comment on peut demander à un militaire de déposer des armes, alors que c'est son métier d'avoir des armes pour défendre le territoire national. Voilà ce que je dis. Peut-être la marche vers la paix, président Zang, qui devrait se passer. Il faudrait bien, à un moment donné, que ces armes soient déposées, puisque finalement, le sang n'a que trop coulé quand même dans cette partie du Cameroun. On espérait qu'avec la sortie, il y a quelques semaines déjà, des femmes qui n'étaient pas encore sorties. On a eu les chefs traditionnels qui ont fait une sortie également pour appeler justement au calme, notamment dans le sud-ouest. Et on peut noter qu'on a un peu plus de mouvement actuellement dans le nord-ouest. Le sud-ouest étant résolument un peu plus calme. Madame Aïssi, vous comprendrez donc enfin que ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'a rien à voir avec la politique. Je fais partie des gens qui, au début de cette affaire, avaient dit qu'il y a d'autres choses derrière. Quand les acteurs politiques prennent des exemples qui les arrangent, moi, ça me fait un peu frémir. Je voudrais qu'on me cite un cas de rébellion, de sécession,
de volonté, je ne sais pas moi, de partition d'un pays dans un pays au monde où ces gars sont attaqués à ce qu'il y a d'essentiel dans la vie publique, est la scolarité, l'éducation des enfants. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le Front Polisario, parce qu'il voulait être indépendant du Maroc, ont attaqué les écoles. Je ne pense pas que l'ETNA l'a fait en Espagne. Je ne pense pas que les FARC l'ont fait en Colombie. Je ne pense pas que même au Biafra, là-bas, à côté de chez nous, au Nigeria, on l'a fait. Pourquoi chez nous, ceux qui veulent qu'on partitionne le pays s'attaquent à l'éducation? Il y a un autre problème derrière. La deuxième chose que je vais dire, c'est que même quand on reprend tous ces exemples, est-ce que c'est Paul Biya qui est dans ces pays pour qu'il y ait autant de récriminations envers le gouvernement qui est en place dans ces pays-là? Ce n'est pas un problème de Biya. On va beau camoufler cela, nous les hommes politiques, en disant que c'est la malgouvernance, c'est pas tout ce qu'on va dire là, mais le problème est ailleurs. Les enjeux sont ailleurs. Peut-être il faudrait être un peu plus concret. Moi, je suis concret, je suis tout à fait concret, et je dis, pour y aller dans ce que vous me demandez là, c'est que je ne suis pas d'accord qu'on demande à l'armée républicaine d'un pays de déposer les armes, au même titre que ceux des citoyens de ce pays qui ont pris les armes contre la République. Ça veut donc dire que la République a foutu le camp. Et nous devenons donc ipso facto des agents d'autodéfense. Ça veut dire que l'armée abandonne son rôle régalien et moi je prends mon arme pour me défendre. On ne peut pas arriver à ce niveau. Pour répondre maintenant valablement à votre question, madame, c'est pour vous dire que on en est arrivé là. Pourquoi? On n'en est plus à ce niveau. On est au niveau où il faut régler le problème. Et le problème va se régler par la seule volonté, et là je rejoins mon grand frère, des seuls Camerounais. Aujourd'hui que Human Rights Watch, UNICEF, les institutions des Nations Unies condamnent les exactions faites par les sécessionnistes, que des hommes politiques trouvent que non, c'est unilatéral, moi je tombe des nues. Mais quand ces mêmes organisations condamnaient l'État du Cameroun, c'était normal. Il n'y avait pas d'unilatéralité à ce moment-là. C'était normal. Non. Vraiment que le bon sens revienne et vivement que nos enfants du Nord-Ouest et Sud-Ouest aillent vraiment à l'école. Vous vouliez réagir? Oui, vous en avez dit quelque chose de bien, c'est-à-dire où il me rejoint, c'est qu'on ne peut pas parler de déposer des armes de manière bilatérale, parce qu'il y a une armée républicaine qui a la légitimité de porter des armes. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne faut pas refuser que cette crise a une cause politique au départ. C'est une cause politique, c'est la mauvaise gestion du politique qui a amené des populations à revendiquer. Maintenant, on ne peut ne pas être d'accord comme moi sur la forme de revendication. Autre chose, quand on lance une rébellion comme celle-là, je ne sais pas s'il faut l'appeler rébellion ou quoi que ce soit, il faut faire attention parce qu'à un moment, elle devient totalement incontrôlable. Et c'est ce que nous vivons actuellement au nord-ouest sud-est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de côté. Peut-être ceux qui commençaient le mouvement, c'était pour une cause politique, ils voulaient peut-être créer leur été et tout, mais il y a des bandes armées, il y a des bandits qui s'infiltrent très souvent dans ce genre de revendications. Aujourd'hui, on aurait perdu le contrôle d'une machine mise en place au départ. Ce qui se passe là, il est clair qu'ils ont perdu le contrôle de ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on commence à faire des kidnappings contre rançon et tout, ça devient du banditisme à la petite semaine, tout simplement. Madame Sadio, vous vouliez embrayer sur des possibilités de sortie de crise dans cette partie du Cameroun. Oui, mais avant d'embrayer, je voudrais savoir, parce que dans votre propos, vous avez dit que il y a des politiques qui, au départ de cette crise, ont voulu... On jetait par moments un peu d'huile sur le feu. Vous parliez de quelle politique, par exemple? Vous venez de dire quelque chose au début de votre propos, c'est qu'au Cameroun, tout se sait, les réseaux sociaux en parlent. On a plusieurs partis politiques qui sont montés sur les créneaux, pas que dans cette chaîne de télé et ailleurs, pour dire que c'était normal que ce mouvement se déclenche et que ça allait apporter une solution au bout. Mais finalement, on en est à un niveau où personne n'arrive plus à proposer des solutions et tout le monde se dit il faut que... qui le faisait à l'honneur où il fait campagne. C'est ce que je voulais dire, Madame Sadio. Je suis... Et le vôtre non plus. Moi hein. qui... justement, c'est pourquoi j'ai mélangé tout le monde. J'ai posé la question parce que justement... Permettez à Madame Sadio de s'exprimer. Allez-y, Madame. J'ai posé la question parce que je suis justement sur ce plateau la voix la plus autorisée de l'Alliance des forces progressistes. Bien sûr. Je voudrais donc parler non pas seulement au nom de l'Alliance des forces progressistes que je représente, mais au nom des partis politiques qui sont
dans la plateforme pour la Nouvelle République, dont je suis la secrétaire générale. Bien sûr. Et au-delà encore, parler au nom des formations politiques de l'opposition globalement, y compris le Manidem, hein, parce que quand on est acteur politique et qu'on se déploie dans une société donnée, on ne vit pas dans un cocon. Oui. On n'est pas enfermé dans une coque, dans sa réalité qu'on se serait créé soi-même. On observe ses pairs politiques, bien même sûr. Si on ne partage pas la même idéologie, pour voir qu'est-ce qu'ils pensent, en quoi est-ce que nous divergeons et en quoi est-ce que nous nous rapprochons. Et c'est même cela qui justifie qu'il y ait des dynamiques, soit de rapprochement, soit d'éloignement. Je disais donc tantôt que je parle ici avec autorité pour dire que il ne me souvient pas avoir jamais entendu la voix autorisée, un acteur politique camerounais, leader d'un parti politique, dire que je suis content parce qu'il y a la guerre dans le nord. On n'a pas employé l'expression ou dire que, utiliser le synonyme qui vous arrange, mais il ne me s'il avait été jeune, il serait avec les sécessionnistes. Merci, merci. Bon, ça, je n'ai pas suivi. Vraiment, ce propos m'a échappé. Vous aurez échappé, ce propos m'a échappé. Moi, je lis les déclarations. Moi, je lis les déclarations officielles des partis politiques. Maintenant, si dans la colère, si dans le coup de la colère, une phrase malheureuse comme ça est sortie, vraiment, je plaide coupable, je n'ai pas lu cela dans une déclaration vous êtes pardonnée, Madame la Présidente. Bon, maintenant, c'était pour dire ceci. Je ne me souvenais pas, je n'avais pas souvenance qu'un leader politique camerounais de l'opposition ait soutenu qu'il y ait la guerre. Maintenant, je reviens à notre dynamique, la plateforme pour la Nouvelle République, et plus spécifiquement à l'Alliance des forces progressistes, pour dire que depuis le commencement de ce conflit, nous avons toujours dit... Et puis, soit dit en passant, on peut rappeler la chronologie. Vous savez, la violence appelle la violence. Ça s'appelle un effet domino. Vous comprenez? Ceci est une situation malheureuse qui devrait nous servir de cas d'école. Pour que demain, quand la Nouvelle République sera, quand la République sera restaurée dans son entièreté, c'est-à-dire que quand nous pacifierons ces deux régions-là, et bien qu'on s'inspire de cette histoire malheureuse pour savoir ce qu'on ne fait pas en République, quand on veut la paix, pour savoir ce qu'on ne fait pas en République, quand on veut le demander la sécession. Pour savoir, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Oui, ça, on ne fait pas en République, de partitionner le pays. Bien sûr, est-ce que je suis donc sécessionniste? N'est-ce pas? On m'a présenté ici comme président de l'AFP. Est-ce qu'un jour vous avez déjà vu dans une de mes déclarations un de mes militants dire qu'il était pour le sécessionnisme? Non, moi j'ai commenté. Il ne faut pas suggérer des choses en J'ai commenté ce que vous venez de dire là. Je disais tantôt que tous les citoyens, leaders politiques responsables, ont pris la parole au commencement de cette histoire pour dire ces violations des droits de l'homme là, c'est la somme de ces mécontentements-là, qui à terme, nous avons alerté. Celui qui dit qu'il n'a pas souvenance qu'on est alerté est un menteur. Excusez-moi d'utiliser un terme simple. Est un menteur. Nous avons amplement alerté parce que nous regardons le monde. Et nous voyons comment dans le monde, des petites étincelles embrasent des pays. Absolument. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Vous croyez qu'on achète un pays au marché? Nous n'avons, même pour ceux qui ont 4 passeports, 3 passeports, 2 passeports, moi je n'en ai pas, je n'ai que le passeport camerounais. Vous comprenez? Ceux qui nous gouvernent effectivement sont champions en multitude de passeports et de citoyenneté. Il se trouve que l'essentiel du corps social camerounais, soit 99% des Camerounais qui sont en dehors de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, n'ont que le passeport camerounais, n'ont que le vert rouge jaune, donc n'ont pas intérêt à ce que notre espace vital, qu'est ce triangle national-là, brûle. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il faut, pour résoudre le problème, puisque la théorie utilisait le verbe pour dire cesser le feu. Ça ne marche pas. Vous en prie, cesser le feu. Le clergé même a pris des initiatives en synergie avec la société civile. Qu'on a vu un parti politique, le RDPC notamment, marcher pour dire qu'ils ne veulent pas qu'on dialogue, qu'ils ne veulent pas qu'on discute. On peut discuter sur les termes de référence d'un débat, d'un dialogue, mais vraiment, je pense que c'est faire acte d'antipatriotisme que de ne pas concourir, que de ne pas aménager
les voies et moyens pour l'ouverture d'un tel dialogue. Permettez une minute, Madame Sadio, vous venez d'interpeller. Rassurez-vous, vous allez chuter pour que ce soit... Non, rassurez-vous, ça sera complémentaire. Vous avez accusé le RDPC d'avoir marché. Pour qu'il réponde bien, il fallait que je dise la phrase. Rassurez-vous, je reviens vers vous pour rebondir. C'est important qu'il réagisse directement à ce niveau. Oui, mais il va réagir directement avec une idée partielle. Laissez que l'idée finisse. D'accord, allez-y. En une phrase, je disais donc que l'enjeu, le danger que nous semblons ne pas voir, c'est que si l'élection présidentielle qui a lieu demain, là, si on ne trouve pas une alchimie juste pour ramener nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest vers les urnes, nous sommes pour les élections. C'est pour ça que nous avons un candidat. Il y a effectivement des partis politiques qui pensent que la voie électorale, elle est fermée. Il n'y a pas d'issue. Mais nous sommes pour les élections, nous, à la plateforme pour la Nouvelle République. Mais l'enjeu aujourd'hui est que nous, les politiques, et principalement le parti au pouvoir, qu'on aménage une passerelle pour calmer les cœurs, apaiser les esprits de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud, et les ramener vers la voie des unes. Parce que si on ne le fait pas, si on échoue, on aurait sciemment ou inconsciemment entériné le sécessionnisme. Et quand je le dis avec les larmes aux yeux. D'accord. Je vous rappelle que tout à l'heure, on parlera des présidentielles et vous allez comprendre que le président du Conseil électoral a fait une sortie pour dire comment ça va se passer. Il y aura élection dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. J'ai envie de dire que ce sont les gens de Vous avez. Je suis désolé de vous le dire. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas parler de l'arme à la fin de Merci pour le compliment. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit que le RDPC n'a pas voulu que le clergé fasse aussi. C'est une insulte à un parti politique. Vous avez traité les gens ici de menteurs. Je n'ai pas vu dire que vous êtes du menteur. Mon éducation et mon honneur m'interdisent de vous le dire. Mais je voudrais quand même, vous avez parlé le mot souvenance, souvenir ici, là. Vous demandez aussi si dans votre subconscient, vous avez souvenir d'un militant du RDPC disant qu'il est contre l'initiative du clergé. Je ne pense pas. La deuxième chose que je vais vous faire comprendre, c'est que vous ne pouvez pas passer le temps, quand on est en train d'aller vers la journaliste écoute. Vous ne pouvez pas passer le temps à nous ramener dans les origines d'un problème, quand on est en train d'aller vers la sortie des solutions. Vous, les hommes politiques, vous avez dit, principalement vous, que la solution serait la Nouvelle République. Voilà donc on vous donne l'occasion, le 7 octobre, d'instaurer la Nouvelle République. Allons-y. Ne revenez pas avec des tambours battants qui nous ramènent à Mathusalem. On est en train d'évoluer. La troisième chose que je vais vous faire comprendre, c'est que, je suis désolé, votre candidat a plusieurs passeports. Il n'y a pas que ceux du RDPC qui ont plusieurs passeports. Vous ne pouvez pas parler de passeports ici comme pour faire comprendre que ceux qui ont plusieurs passeports n'aiment pas ce pays. Votre candidat aussi a plusieurs passeports. Je vais peut-être être obligée d'employer encore le mot menteur. Ça, c'est les détails. Je vais peut-être me sentir dans l'obligation d'employer encore le mot menteur. Et je le dis ici de manière péremptoire, avec autorité, Akere Tabeng Mouna n'a que le passeport camerounais. Okay. Maintenant, je vous mets au défi. Si vous nous apportez la preuve de ce que Akere Tabeng Mouna a un deuxième passeport, un passeport autre que le passeport camerounais, je quitte la scène politique. Je le dis devant les téléspectateurs, vos téléspectateurs, madame. Bien sûr. Vous avez fini. Et que l'opinion publique prenne acte. Si vous apportez la preuve de ce que Akere Mouna a un deuxième passeport, autre que camerounais, je quitte la scène politique. C'est bon. Bien. Moi, je veux... Non, monsieur le dit, moi j'ai la parole. Laissez quand même le RDPC s'exprimer. J'ai encore le pouvoir, s'il vous plaît. Voilà. Sauf sur ce plateau, non, président. C'était une blague. Donc, je voudrais dire, madame, vous allez quitter la scène politique, ne vous en faites pas. Vous allez quitter la scène politique. Quand la campagne va commencer, on va vous sortir des choses. Ne vous en faites pas. La deuxième chose que je vais vous faire comprendre, c'est que vous employez le mot menteur, vraiment. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails de ce genre de mots. On est ici pour échanger et pour essayer de trouver des solutions à les mots qui minent notre société. Je pourrais vous poser la même question, de me prouver que vous avez des gens du RDPC qui ont aussi plusieurs passeports. N'allons pas dans ce jeu ridicule-là. Mais ils votent à l'ambassade de France, tout le monde voit, non? Mais ils votent à l'ambassade des États-Unis, tout le monde voit, Il s'agit de quoi, Madame Sadio? Les Nations Unies, à travers les institutions spécialisées, ont condamné les exactions faites sur l'éducation. Comment donc pousser, avec l'aide de nos mamans qui sont sorties dans les deux régions, avec l'aide de ces ONG, que les sécessionnistes qui ont, entre guillemets, d'après vous, le droit de manifester, et aujourd'hui, M. Edimo le dit, qui est devenu incontrôlable, parce que vous les avez encouragés, parce que c'était pour vous.
parce que les élections vous ont dépassé, c'était pour vous, parce que le monde politique réglementaire vous a dépassé, c'était pour vous une occasion de faire partie BIA. Aujourd'hui, il a dit, il y a élection, on a repoussé les autres élections pour que vous ayez toutes les armes dans vos mains, pour qu'on y aille. Allons-y. Que le 7 octobre, que Mouna devienne président de la République, et qui dialogue donc et instaure donc la paix dans ce pays. Merci simple. beaucoup. Là, on a pris à votre chute est honnête. Non, je suis honnête. Non, Oui. c'est pour ça que vous en faites pas. Vous êtes disqualifié pour dialoguer. Non, Nous non, prenons non, acte. non, non. Mais vous dites que c'est Akere Mouna. le Merci. dialogue continue. Quand Akere Mouna prendra le pouvoir, effectivement, on Quand va le dialogue pacifier continue, le Cameroun. Merci beaucoup. Il ne prendra pas le pouvoir. Allez-y, monsieur Bedjimou. Parce que j'ai quelque chose à dire par rapport au Allez-y, candidat allez-y, Akere Mouna. monsieur Mais je Bedjimou. veux d'abord donner les Ah, propositions. le thème du débat, c'était... Mais Akere Mouna. écoutez, mais le débat évolue. On a commencé par Mais le débat évolue. Madame, c'est ça, vous avez pas Non, du RDPC. ok. Le débat évolue. Et J'ai l'impression qu'il y a un dol, hein. Et moi, Il y a pas de dol. comme Non, militant du je suis Manidem, RDPC, c'est le Manidem, vous êtes de Parce que l'AFC. les thèmes qui m'ont été adressés Rassurez-vous, pour le que débat, je quitte ce n'est Yaoundé, pas- je les ai Rassurez-vous, dans Madame mon Sadio, Non, vous le en faites débat, pas, c'est c'est le WhatsApp, début. SMS. Akere Mouna. madame, c'est vous qui avez cité le nom Akere Mouna. Mais si La c'est Akere première Mouna, sur le allons-y, plateau. je C'est suis vous qui prête. avez cité Sur le la- RDPC C'est vous ici. pour la première fois, c'est vous qui avez cité le nom Akere Mouna. Et Pour moi- me présenter, c'était pour et me moi, j'ai présenter. des choses à dire Comme par rapport au soutien candidat du Akere Mouna. candidat Il n'est pas Akere sur la Mouna. Select cet après-midi si on sortait du sujet C'était de pour la... me présenter, j'ai dit monsieur que- Edimou. Oui, bien sûr, au moment de la présidentielle, vous pourrez Autant- aborder on- tous les noms que non, vous voulez. nous sommes en Mais là, on présidentielle, parle non. des crises anglophones. Permettez qu'on évolue dans les sujets. Il y a la Monsieur Zandi présidentielle peut-être prévue que en Monsieur dernier Zandi sujet. peut-être que nous ne sommes plus à chercher On les causes essaye- du on problème, essaye- on on essaie de essaye trouver de des solutions. trouver des solutions. Mais Monsieur Zandi, pour bien résoudre un problème, il faut en connaître les causes. Hein. On le connaît déjà, monsieur. Ah bon, Pour d'accord. vous, J'espère c'est qu'on la- est d'accord pour vous, sur les causes. Pour vous, c'est bien. Bon, on le sait déjà. Il faut déjà qu'on Donc- soit d'accord sur les causes. Bon, Oui, maintenant, nous sommes d'accord. au niveau des propositions, le Mandem a fait les siennes depuis très longtemps. C'est-à-dire, la solution ne viendra que d'un large consensus national. Et j'ai l'impression que nous sommes rejoints sur cette position par beaucoup d'autres. Et tant qu'on n'aura pas vu le premier des Camerounais pour le moment s'engager vers un véritable dialogue inclusif national, et quand on dit inclusif, ça veut dire qu'on Ouais, écarte c'est la personne. question que j'allais justement Vous vous savez poser. quoi? Vous mettez qui On est 4 personnes. dans inclusif dans la résolution On parle de de ceux qui ont les armes, de c'est ce bien ça. problème? Non, C'est une bon, question. hein. non, je ne vais pas parce que Permettez j'ai à été monsieur celui de- sur le plateau qui a dit que Oui. il y a des bandits qui se sont infiltrés. D'accord, dans inclusif, donc oh. vous mettez qui, monsieur Bedjimou? Voilà. Ceux qui ont Puisqu'on posé essaie de problème. sortir, oui. Bon, ne me demandez pas de faire la liste ici. Peut-être ceux qui ont en charge la direction du pays savent mieux que moi avec qui ils peuvent discuter pour arriver à une solution. S'ils en ont la volonté ferme. Ils ont Le la problème volonté. est qu'on ne voit pas beaucoup de volonté de ce côté depuis. Sinon, peut-être qu'on n'en serait pas là Là, jusqu'au à brûler les aujourd'hui. écoles et tout. Maintenant, Monsieur Bedjimou, vraiment, vous je avez ne sais dit pas que si j'aurai vous êtes l'occasion trop de... intelligent pour tomber dans ce genre de piège. Ah bon, pourquoi Oui. Je vais vous faire De comprendre. droit du dialogue inclusif. Non, vous avez dit que ceux qui brûlent les écoles, s'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas ça. Donc vous dites qu'il y a dialogue, mais c'est que c'est des éléments des bandits qui continuent à vouloir jeter la poudre dans le feu. Oui, mais chacun a son rôle. Oui, chacun a son rôle dans cette histoire et Ok. chacun a son but. Il y a peut-être des gens qui ont posé des... Parce que, honnêtement, chercher à une sécession, c'est un problème politique. C'est-à-dire on cherche à avoir son État à soi. Mais maintenant, aller brûler une école ou bien kidnapper... C'est un autre problème. C'est un autre problème. Tout à fait. Donc, vous voyez que le problème a beaucoup de volets. D'accord, et il faudrait trouver finalement le bout de ce serpent de mer qu'on a du mal à attraper pour pouvoir résoudre définitivement cette crise anglophone au Cameroun. On va prendre quelques réactions des téléspectateurs. La crise anglophone se résume en un seul mot, alternance. C'est celui le problème. Bonjour à tout le panel. Parlant de crise, nous notons que ceux qui aspirent au pouvoir et leurs représentants ignorent les missions de l'armée. Madame Sadio peut-elle nous donner les missions de rebelles relevant d'une constitution? C'est Duève qui nous écrit depuis Bertois. Attendez, je fais ma charrière sur le SMS pour vous. Les missions des rebelles relevant d'une constitution. C'est d'œuvre de Bertois. Les missions des rebelles relevant d'une constitution. Sont dans une constitution. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Au même niveau que l'armée. En fait, c'est ce qu'il essaye de dire. Qu'il y a l'armée, voilà, il veut vérifier si dans la constitution, il y a les rebelles qui ont également des droits. C'est un tout petit peu ce qu'il veut dire. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir, s'il vous plaît. J'aimerais savoir quel est le thème pour pouvoir réagir. On évolue au fur et à mesure. Et vous pourrez réagir au fur et à mesure. La crise anglophone, c'est une information qui a été envoyée plusieurs fois. Chaque citoyen dans le monde a le droit de se défendre. Il n'y a jamais eu de paix dans une guerre sans cesser le feu de tous les côtés, peu importe.
S'il vous plaît, n'appelez pas, ça ne sert à rien, on ne pourra pas décrocher. Permettez-nous de lire des SMS et de réagir également par SMS uniquement. Uniquement par SMS dans ce programme. Merci de le comprendre. Voilà, je disais tantôt, chaque citoyen dans le monde a le droit de se défendre. Donc chacun peut soulever les armes et se défendre du moment où il se sent menacé. Bonsoir à vous le panel. Pour moi, le problème du Cameroun doit être réglé par les Camerounais. Et puis on va prendre peut-être une dernière réaction. Voilà, la solution à cette crise passe par le fédéralisme à 10 États. La démission du président, la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Au cas où le régime de Yaoundé refuse cette proposition, je propose que l'Union africaine et la communauté internationale sanctionnent ce régime de Yaoundé. C'est M. Fopa, toujours aussi virulent dans cette émission puisqu'il devient un habitué. Bonjour à vous, je trouve très inquiétant et honteux les propos de Mme Sadio. Je crois que des personnes comme elles sont dangereuses pour notre pays. J'ai 22 ans et ce que j'entends venant de cette femme me scandalise. C'est Aloïse qui nous écrit depuis Yaoundé. C'est que des réactions, hein, ne prenez pas pour vous. C'est qu'il faut qu'également le téléspectateur participe au débat. Ils sont libres de s'exprimer, mais maintenant on en fait ce qu'on veut. Bonsoir le plateau. John Fundi a dit que s'il était jeune, il devait être combattant. C'est à cause des tueries par l'armée dans le village Minka au nord-ouest. C'est Paulin de Douala qui apporte sa participation. Bonsoir le panel. La vraie solution à cette crise est de laisser les discours sur les plateaux de télévision, réagir énergiquement en posant des actes allant dans le sens de du véritable vivre ensemble, c'est-à-dire par exemple que 3 jours d'arrêt de travail national soient imposés au pouvoir et vous verrez cette crise trouvera solution. C'est Alain de PK8 à Bassa, ici même à Douala, qui réagit. Encore une dernière, Madame Sadio, vous êtes sécessionniste, vos propos le prouvent. C'est Simon de Ngong qui nous écrit. Une dernière réaction de chacun et puis on passe au sujet suivant. Bon, que Mme Sadio me permet de revenir sur son candidat à Kérémoula. Ça ne peut pas attendre la présidentielle tout à l'heure, le débat? Peut-être. Merci. Puisque ça concerne les présidentielles. Voilà, d'accord. Maintenant, si on parlait, on sortait de ce sujet de crise anglophone, une suggestion pour que le calme revienne. J'en fais tout le temps quand je reçois des gens sur ce plateau, surtout les acteurs politiques, une suggestion qui pourrait nous aider à Je sortir. crois que moi, j'étais le seul qui ait proposé... ouais, une discussion... absolument, la position qui a donné la position de son parti. Et avant même que les choses ne s'enveniment jusqu'à ce point-là, le mandat s'était déjà prononcé et avait dit quelle est la solution. C'est que le premier des Camerounais prenne les choses en main et qu'il convoque un dialogue pour que les gens se mettent sur la table et puis qu'on résolve le problème. Mais c'est quand on a l'impression qu'il y a un sourd... On n'arrive pas à savoir avec qui le dialogue doit se faire. Eux, ils savent. Eux, ils savent, d'accord. Non, je ne parle pour personne. Justement, je dis le premier des Camerounais. Le premier des Camerounais s'est exprimé le 31 décembre passé. Le premier des Camerounais s'est exprimé le 10 février. Le premier des Camerounais va s'exprimer très bientôt à travers la campagne officielle. Donc, si vous attendez... Il ne parle qu'à des dates institutionnelles. En fait, pas justement... Des dates institutionnelles, Monsieur Bédimo, c'est pour ça que nous sommes en démocratie. Ça veut dire que si sa manière de faire ne vous plaît pas, vous le mettez dehors. C'est simple. Bon, maintenant, pour finir avec le problème de la crise anglophone, non, nous tous ici, nous sommes vraiment rationnels. Nous souhaitons que l'école reprenne ses droits de cité. Et je suis pour le dialogue qui continue, qui a toujours été mais sauf que c'est le choix des acteurs, pour moi, à mon avis, qui pose problème. Je ne serais pas d'accord, et je dis bien, je ne serais pas d'accord, qu'un gars qui a pris les armes contre la République, avec raison ou pas, ça c'est sur une table régalienne pour causer avec les autorités de la République. Ça veut dire qu'on va aussi demander à d'autres de prendre aussi les armes et de faire comme eux pour se faire entendre. Ce n'est pas ça la République. La République doit donc reprendre le droit de cité et qu'on ne demande plus à l'armée et à ceux qui ont pris les armes au même titre d'égalité de déposer les armes. Non. Que nos frères et sœurs déposent d'abord les armes et je suis certain que le dialogue avancera. Suivra. Madame Sadio, pour sortir de ce sujet. Oui, c'est vrai qu'on est finalement réduit à la redondance, puisque ça fait plus de bientôt 2 ans qu'on dit de manière redondante, c'est-à-dire de manière redondante, il faut le dialogue. Malheureusement, nous qui créons dialogue, nous qui créons cesser le feu,
le simple fait que nous ayons une posture d'opposant fait que l'écho de notre propos est déformé lorsque ça arrive dans les oreilles de certaines personnes. Cependant, nous sommes sereins parce que nous sommes conscients de ce que désormais, le peuple camerounais ayant le common sense, ce que les anglophones appellent le common sense, le bon sens, qui est la chose du monde la mieux partagée, ils savent exactement qui a davantage intérêt à pécher en eau trouble en ce moment, ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire parce que les deux régions dont on parle sont des régions qui ont la réputation d'être hostiles électoralement au régime en place. C'est pour ça que je parle de pécheurs en eau trouble. Et comme il a été dit sur ce plateau, nous avons déjà pris acte de ce que ce régime refuse de prendre les mesures fortes qui s'imposent pour baliser la voie vers la pacification de ces deux régions-là. Donc, quand nous arrivons au pouvoir, avec le bâtonnier Akereta Benmouna et les autres qui ont rejoint notre dynamique pour la nouvelle République, eh bien, nous restaurerons les piliers de la République. On en parlera sûrement tout à l'heure, en attendant bien sûr la date prévue pour la campagne électorale. J'espère la voir sur ce plateau pour en parler encore plus en profondeur de son programme pour le Cameroun, notamment des secteurs qui m'intéressent au plus haut point également en tant que citoyenne camerounaise. Mais pour l'instant, on va parler d'éducation. On commence par le professeur Marcelin Vunda Etoa qui est sur la sellette cet après-midi. Et pour cause, certains livres inscrits au programme scolaire irritent littéralement plusieurs adultes au Cameroun, notamment l'ouvrage qui défraye la chronique L'excellence en sciences prévue au programme de la classe de 5e. Encore plus, la page 59 à l'intérieur de ce livre qui propose des expressions à connotation sexuelle pour décrire et pour discriminer ou décrier, pour mieux dire, les déviances. C'est donc en vue, l'opinion nationale un tout petit peu se sent blessée. Je ne sais pas pour mes panélistes qui auront l'occasion de s'exprimer tout de suite. À première vue, cette réalité, j'ai lu, j'arrive à vous tout à l'heure, Madame Sadio, j'ai lu une de vos réactions très rapides sur ce sujet. Le temps de nous intéresser à ce que pense Monsieur Bedimo de ce livre de 5e, où désormais on va devoir décrire des propos très violents, parce que je ne sais pas si je dois les prononcer ici pour les téléspectateurs, j'ai du mal à les prononcer, mais on parle de fellation, on parle de cunilingus, on parle de viol, on parle d'homosexualité, on parle de zoophilie, surtout zoophilie, une expression avec les images à l'appui qui doivent illustrer ces différents propos-là. Je pense qu'ils sont très peu peut-être des Camerounais qui comprennent ce choix, M. Bettino. Vous les avez finalement prononcés. J'espère que vos enfants malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Pas à l'antenne. Il y en a même une qui fait 5e justement. Donc, bon. C'est vrai que ce livre a fait beaucoup de bruit, il a fait carrément le buzz sur les réseaux sociaux. Il continue d'ailleurs. Et puis, la nouvelle qui se répand qu'il serait retiré du programme, bon, est-ce vrai, est-ce on verra bien. Moi, je pense que par rapport au random autour de ce livre, il faut donner des réponses à des interrogations simples. Alors, nos enfants sont-ils exposés aux agressions sexuelles, physiques ou virtuelles? Moi, je pense oui. Faut-il donner une éducation sexuelle aux enfants? Moi, je pense oui aussi. Le problème maintenant se posera au niveau de la manière et de l'opportunité. La manière, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire elle choque, elle heurte la sensibilité de l'Africain que nous sommes. Parce que chaque pays, chaque peuple a ses mœurs. Il y a des peuples où il n'est pas tabou de prononcer publiquement ou bien devant des enfants certains mots qui touchent à la sexualité. Ce n'est pas le cas de nous les Africains. Chez nous, il y a la notion de pudeur, il y a la notion du respect, il y a la notion d'éducation des enfants que nous n'avons pas, enfin, qui n'est pas comparable à celle des autres peuples. Et c'est là où le problème se pose. Fallait-il commencer avec des termes aussi
direct aussi cru en 5e. Personnellement, moi je ne pense pas. Je pense qu'on devrait aller peut-être de façon crescendo. Maintenant, on me dira que la faute à nous aussi, parce que je suis sûr que nous tous qui sommes là, à 10 ans, nous avons déjà offert un téléphone intelligent Android aux enfants. Maintenant, offrir un téléphone à un enfant de 10 ans, un téléphone Android, c'est lui ouvrir la voie à la pollution par les réseaux sociaux d'images et de textes pornographiques. Nos enfants, voilà pourquoi je dis qu'il est bien qu'ils aient une éducation sexuelle. Mais maintenant, tout est dans la manière. Maintenant, pour revenir au livre proprement dit, il y a une coïncidence qui est bizarre, qui est malheureuse, c'est qu'en même temps, un document de ce genre, un manuel de ce genre est paru en France. Et il a fait aussi le buzz là-bas, il a été dénoncé par une certaine classe. Pourquoi cette coïncidence que ce soit en même temps que ça arrive ici? Moi, je dis en conclusion, nos enfants sont exposés, quand je dis pas des agressions virtuelles, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Donc, ils ont accès. Il faut bien qu'on leur apporte une éducation sexuelle, mais ce livre, à mon avis, arrive trop tôt pour des enfants de 5e, et puis avec des termes qui heurtent la pudeur et Ok, tout à l'heure, peut-être vous allez nous suggérer dans quelle classe et quels propos pourraient être plus utilisés. Oui, mais vous avez dit vous-même tout à l'heure dans la présentation qu'avec des images à l'appui. Ben oui, ça forcément, ça heurte. On a vu la dame tout à l'heure en train de donner le sein au chien. Je ne pense pas que ce soit des images, même pour les adultes que nous sommes, était-il nécessaire d'en arriver jusque-là, qui soient facilement acceptables. La seule question, Madame Sadio, j'essaye de comprendre avec les téléspectateurs comment cet ouvrage a pu traverser les bureaux du professeur Marcelin Vouda, qu'on ne présente plus. C'est un grand monsieur au Cameroun. Il est non seulement le secrétaire général du conseil de l'agrément du manuel scolaire, c'est un enseignant de littérature française depuis 1993 dans les universités au Cameroun. Le même est un éditeur, c'est un écrivain dans ses dernières minutes et il fait même des chroniques. Comment un ouvrage pareil a pu traverser son niveau, aller traverser le bureau du Premier ministre, passer par la signature du ministre des Enseignements secondaires afin d'être introduit comme livre unique au programme des enfants de 5e au Cameroun? Ben, je ne sais pas. Je ne fais pas partie du système, donc je ne sais pas. Peut-être que pour éclairer notre lanterne sur ce sujet, il lui fallut peut-être que vous contactiez le monsieur Marcelin Vouda en question. Rassurez-vous, je suis toujours à sa suite. J'ai appelé, un de ses représentants pour nous expliquer. Parce que pour comprendre. Voilà, parce que c'est à eux de nous dire comment ça se passe dans ces milieux-là. Cependant, comme je ne peux pas deviner le sexe des anges, je ne sais pas. Mais cependant, lorsque on tient compte du débat qui a toujours eu cours sur le système éducatif camerounais, avec toutes les dénonciations, toutes les plaintes portées par ceux qui ont à charge, qui sont les précepteurs de nos enfants, j'ai nommé les enseignants, eh bien, il a toujours découlé de leurs plaintes que c'est un système de réseautage. Vous comprenez? Le mécanisme qui conduit au choix du livre est noyauté par une sorte de réseautage qui obéit davantage à une logique de rétrocommission plutôt qu'à une logique de quelle est la vision d'ici à 20-30 ans, quel est le type de société que nous voulons bâtir et par conséquent, parce que quand on a défini la vision sur le long terme, on se donne les moyens en termes d'outils pédagogiques pour fabriquer le produit qui va bâtir cette société que nous visualisons d'ici à peut-être un quart de siècle, 25 ans ou 50 ans ou un peu plus. Vous comprenez? C'est comme ça que les États sérieux fonctionnent. Mais dans notre pays, les gens se comportent comme s'ils allaient bientôt partir. Comme si on fait vite pour qu'après, quand ça se gâte là, on n'est plus là. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, pour revenir dans le fond du sujet, le livre, vous avez évoqué notre déclaration tantôt. Elle est claire, notre déclaration. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous savez, notre avis
à l'Alliance des forces progressistes est que l'éducation, les choix qu'on opère dans le champ éducationnel ne se font pas ex nihilo, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en l'air. Tous les peuples opèrent des choix sur les outils pédagogiques qu'ils mettent à la disposition ou qu'ils utilisent pour forger leur population, leurs enfants, citoyens de demain, sur la base de leur culture. La culture africaine n'est pas la culture indienne. La culture indienne n'est pas la culture chinoise. Et la culture chinoise n'est pas la culture française. C'est pour ça que, généralement, quand vous entrez dans une société, de nouveau voyager, vous entrez dans une société, on va vous dire, OK, dans ce pays-ci, avec les femmes, il faut les traiter comme ci. Dans un autre champ social, on vous dira, OK, bon, les hommes ici, ils se comportent plutôt comme cela. Ce n'est pas ex nihilo. Ça ne tombe pas des nues. C'est lié à ce en quoi ils croient. Donc, à pour quelle vous, est ce leur, livre écoutez, ne cadre pas à avec quelle notre est leur environnement. échelle de valeur? Ouais. Quelle est leur échelle de valeur? Or, l'échelle de valeur est régie par la culture. Cependant, je ne suis pas en train de dire que, parce que les progressistes vont dire que nous sommes arriéristes, non. Quand je dis que l'échelle de valeur est sous-tendue par la culture, c'est que cette culture-là a aussi vocation à progresser et à s'adapter à la modernité. Mais pas n'importe comment, pas s'adapter à la modernité en se diluant à la culture de l'autre. Parce que l'humanité n'est pas en train de rechercher un type de citoyen planétaire qui soit qui ait une pensée unique. Parce que la pensée unique, c'est aussi la dictature. Or, pour éviter qu'il n'y ait pensée unique, ça passe par le livre, ça passe par l'éducation. Alors, ce livre de 5e, pour vous, il est intéressant pour nos enfants de 5e? Je viens. Sauf qu'il faut arriver aussi, Président. Ça passe par ce qu'on inculque à nos enfants comme échelle de valeur. Ce livre de l'excellence en sciences nous parle des choses dont beaucoup de parents, jusqu'à ce que ça ne devienne le buzz, n'en savaient pas grand-chose. Ou s'ils avaient une idée de ces choses-là, ils n'en connaissaient pas le qualificatif, c'est-à-dire quel est le concept avec lequel on qualifie cette chose-là. Oui. Donc désormais, ils seront des enseignés de leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants reviendront à l'école pour leur dire, bon, cunilingus, ça signifie ceci. Et décrit de manière crue, comme c'est sur le tableau que vous montrez à votre télé là. Je pense que ceux qui ont décidé de mettre ce livre au programme de nos enfants ont péché en ne prenant pas en compte la réalité culturelle, la réalité sociologique et l'âge. Parce qu'en classe de 5e aujourd'hui, avec les enfants qui vont de plus en plus tôt à l'école, vous avez des jeunes filles qui n'ont pas de sein. D'accord? 10, 11 ans, il y en a, c'est vrai, qui peut-être la classe varie entre 10, parfois même 9 ans. En 5e, vous avez des enfants de 9 qui vont être de 9 à 11 ans. Qui n'ont donc pas le développement anatomique est encore en train d'amorcer sa phase. Donc, à cet âge-là, les enfants ont besoin qu'on leur enseigne à mieux connaître leur anatomie. Non pas qu'on leur enseigne comment on pratique les relations sexuelles, fut-elles déviantes ou pas déviantes. Là n'est pas la question. C'est qu'à cet âge-là, on aurait pu accorder aux enfants un autre type de programme qui s'appellerait l'excellence. Apprentissage à la sexualité, voilà, par exemple. Voilà, qui s'appellerait l'excellence en sciences. Président Zan, vous avez l'air de ne pas être d'accord avec la présidente Sadio? C'est le contraire qui m'aurait étonné. Il est normal qu'il ne soit pas d'accord avec moi. Avec l'appartenance politique, ça a à voir avec le parent que je suis. Et je vais parler en regardant mes camarades dans les yeux pour leur faire comprendre que nous avons assez de la comédie. J'ai aimé la chute de Mme Sadio quand elle parle d'anatomie. Quand les pères éducateurs qui sillonnent les quartiers pendant les vacances en SIDA, pendant les séminaires de lutte contre les IST-MST, veulent montrer à un jeune garçon comment on enfile un préservatif, qu'est-ce qu'ils utilisent? Des images virtuelles? Qu'est-ce que ces pères utilisent? Oui, mais ils s'adressent à qui? Pas des enfants de 10 ans. C'est pas possible. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils utilisent? Deuxième chose que je vais dire, c'est que... Des sexes artificiels, j'ai répondu. Il ne faut pas... Il faut qu'on fasse... Pas leur enseigner leur anatomie, pas leur enseigner ce qu'on fait au lit.
Non, monsieur Zan, nous sommes à un débat. Hein, mais monsieur Zan, allez-y, allez-y. C'est normal. J'arrive parce que j'ai l'impression que vous voulez jouer. Et il s'agit justement de l'éducation de nos enfants. Quand il s'agit d'attaquer le système, quand il s'agit d'insulter ceux qui sont dans le système, vous êtes facilement porté vers la parole libre. Mais quand il faut parler des choses qui concernent l'avenir de nos enfants, où nous sommes nous-mêmes les premiers interpellés en tant que parents, vous voulez jouer avec des mots. Moi, je suis un père d'enfant. Mon enfant a 8 ans. Né et grandi à New Bell. Je vous assure qu'à côté de la maison, il y a un bar de PD. Il voit les hommes s'embrasser là-bas constamment. Je vous assure que mon fils sait utiliser un laptop. Il sait utiliser un téléphone Android. Mon fils zappe la télé. Il voit MTV, Trust Africa. Il voit tout ça. Qu'est-ce que ces enfants regardent là-bas? Est-ce que nous sommes là? Maintenant que nous, les parents, nous avons abandonné notre travail de parents, du premier éducateur, pour tout donner à l'école, alors la rue s'occupe de l'éducation de nos enfants. L'école s'occupe de l'éducation de nos enfants avec les problèmes que Mme Sadio a si bien dit, et là je la rejoins, avec les problèmes que l'enseignant peut avoir. Il éduque à notre enfant ce qu'il veut bien l'éduquer. Je voudrais qu'on n'ait pas honte et peur d'employer les mots qu'il faut employer. Aujourd'hui, le plus grand scandale dans l'église catholique, c'est le fait que certains prêtres ont écrit, ils sont 400 évêques qui ont signé une pétition contre le pape actuel parce qu'il a couvert des archevêques, ceux qui étaient évêques, il les a fait passer cardinaux qui ont fait des actes de pédophilie où ils ont même reconnu. Pourquoi vous avez peur qu'on parle de ça à nos enfants? Quand nous avons fui l'école, on envoie nos enfants dans les églises, on abuse de là-bas, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Alors, je vais vous faire comprendre que moi je suis, en tant que parent, je ne parle pas pour le RDC, en tant que parent, je suis d'accord que dans un manuel scolaire, qu'on dise à mon enfant que la sodomie n'est pas bonne, qu'on dise à mon enfant que le cunnilingus n'est pas bon, qu'on dise à mon enfant qu'un homme qui fait de la poigne avec l'homme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas, ce n'est pas, non, je vous dis, c'est que le problème c'est que il s'est posé un problème. Il s'est posé un problème, c'est que, il s'est posé un problème, c'est que, il y a eu l'unicité du livre. Est-ce que vous savez que ça fait 6 ans qu'on apprend ça à nos enfants? Je vais vous surprendre. Oui, voilà, ça fait 6 ans que ce programme est dans le programme scolaire de nos enfants. Pourquoi c'est cette année qu'on en parle? Parce que justement, le Premier ministre a signé un acte qui fait en sorte qu'un livre, plusieurs livres sont réduits en un seul livre. Il paraît donc qu'il y a une guerre des éditeurs entre eux. Il paraît maintenant choisir quel est l'éditeur, quel livre aller mettre au programme. Bon, maintenant, comme a dit Mme Sadio, on n'est pas là pour justifier le 16 des ans, on ne sait pas comment ça se passe dans le manuel. Mais on estime que ceux qui sont des pédagogues, des professionnels, des enseignants dans le choix du livre. La deuxième chose, c'est que nous sommes en année électorale. Rien n'est fait au hasard. Je dis, rien n'est fait au hasard. Alors, qu'un parent s'offusque, qu'on apprenne à son enfant à éviter certains comportements sexuels qui vont entacher son anatomie, moi, je trouve que c'est de la comédie. Moi, je suis pour que ce livre soit au programme et que ceux qui vont transmettre cet enseignement, cette éducation à nos enfants, eux-mêmes soient au préalable, avaient été formés pour savoir passer le mot qu'il faut. Mais ça a été fait. Mais justement, ça a été fait. Justement, M. Zang, oui. Vous parlez d'un pan du problème qui interpelle un tout petit peu. On a un souci justement d'éducation d'abord des parents en termes de sexualité. Madame Sadio le disait encore il y a quelques minutes, il y a des expressions là que même certains adultes n'en ont pas usage. Mais maintenant, comment est-ce qu'un parent, c'est des suggestions, vous êtes un parent très ouvert, comme peut-être moi je pourrais être très ouverte, mais maintenant, est-ce que 100% des Camerounais le sont? Mais comment aussi brutalement on peut se retrouver avec un enfant qui rentre à la maison, et je te décris une scène pour les parents qui font réciter les résumés à leurs enfants, que tu es au cahier de ton enfant, tu dis bon, science de la vie. L'enfant commence à te dire le cunnilingus c'est... Mais ce n'est pas seulement à l'école, ce n'est pas seulement dans ce livre qu'il verra le mot cunnilingus. Il voit le mot là à travers la télé. Il voit le mot à travers la tablette que nous lui avons offert. Mais sauf qu'il ne comprend pas. Là, on entend. Qu'est-ce que vous en savez? Non, à 8 ans, il ne comprend pas. Il voit un mot français. Nous interrogeons le mauvais problème. Le problème, le seul problème où moi je suis contre, bon, pas contre le livre, c'est le fait que ceux qui ont mis le livre au programme n'ont pas tenu compte de l'atmosphère politique. L'environnement. Non, pas de l'environnement. Ouais. L'environnement a été tenu compte. De l'atmosphère actuelle. C'est-à-dire, savoir qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, savoir qu'on est à la veille d'une élection et qui paraissent à préparer les consciences à subir ce qui allait venir de l'autre côté. Je suis étonné qu'on me dise qu'en France, il y a eu un ramadan par rapport à un livre qui est sorti au programme. Alors, un pays qui a légalisé l'homosexualité, un pays qui légalise les choses, on n'a pas le d'un troisième genre.
quand on accepte d'avoir qu'un homme ait 3 sexes. Donc, vraiment, prenons pas les exemples qui nous arrangent. Nous avons des enfants à éduquer, madame, ici. Si dans ce livre-là, votre enfant n'a pas vu le mot sodomie ou cunnilingus, quand il sort là, il voit ça dehors. Le voisin lui en parle. Le bar à côté lui en parle. C'est-à-dire, nous parents, asseyons-nous. La première chose à faire, la famille éduque et l'école instruit. Donc il faut se mettre à jour alors, madame Tout à fait. Je peux me permettre? Oui, allez-y. Monsieur du RDPC. Non, monsieur Zang. Monsieur Zang. J'ai parlé en tant que parent, pas en tant que d'accord, RDPC. ok. Voilà. Je vous prie de m'excuser, monsieur Zang. N'en faites pas, madame. Je réagis sur votre chute lorsque vous dites que si nous n'enseignons pas cela aux enfants, eh bien les enfants sont exposés au risque parce que la société va le leur enseigner. Je ne sais pas si nous vivons dans le même environnement sociétal, parce que la société camerounaise dont il est question, hein, par rapport au livre qui fait débat, c'est une société dans laquelle nous baignons tous. Et moi, qui circule, nous sommes tous l'homme de la rue, quoi. Nous frottons à nos concitoyens au quotidien. Je ne crois pas que, je peux peut-être me tromper, mais je ne pense pas que la société qui est dépeinte comme étant une société essentiellement pervertie, hein, ou peut-être 50%, voire même plus de notre population seraient des pervers sexuels, soit juste statistiquement. Je reconnais que vous avez mis quel chiffre? 50%? Non, je veux juste comprendre pour voir un peu le chiffre que vous avez avancé. Non, je suis en train de dire, je me répète. Parce que... Non, j'ai compris. Vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord que 50% de notre société soit perverse? Oui, okay. je ne pense pas que la majorité, que lorsque l'enfant, je reprécise, lorsqu'un enfant sort de la maison parentale pour aller à l'école, je ne pense pas que l'essentiel des gens qu'il côtoie dans la rue est constitué de pédés, de pédophiles, et je ne sais pas moi, des gens qui pratiquent cunnilingus ou je ne sais pas moi trop. Encore que cette histoire de cunnilingus telle qu'ils ont décrit suscite un autre type de débat. Un autre type de débat qui est un débat d'ordre, qui est un débat qui porte sur les libertés individuelles. C'est-à-dire que qu'est-ce qui relève du permis? Qu'est-ce qui, dans ce champ-là, peut être taxé comme relevant de l'interdit et relevant du permis? C'est clair, je parle justement de certains fantasmes sexuels. Bien sûr. Mis à part, attendez, je souligne, mis à part, bien entendu, la pédophilie, qui est condamnable, mis à part l'homosexualité, qui est punie et réprimée par l'instrument juridique camerounais. Voilà. Camerounais. Donc, cela étant dit, ce que je viens de dire, c'est pour dire que les canons ou bien les motifs, les motivations qui ont conduit les décideurs, M. Marcelin Gonda, à opérer ce choix en termes d'outils pédagogiques, je crois que si l'intention de monsieur et de sa commission était bonne, j'ai peur, je crains que l'objectif pédagogique opérationnel, c'est-à-dire le but visé par un tel outil pédagogique risque de ne pas être atteint. Pourquoi? Parce que si ça fait 5 ans, ça veut dire que le mal est déjà dans... Ça veut dire que nous sommes déjà en train... Ce n'est pas le livre qui amène le mal dans la société. Le mal y est depuis... Avec le même contenu depuis 5 ans. Le mal y est dans la société. Pourquoi est-ce que je dis que l'objectif pédagogique opérationnel risque de ne pas être atteint? C'est parce que justement, lorsque vous dites à l'enfant, voici la chose, et que ensuite vous lui dites cette chose est interdite, l'enfant ayant le bon sens comme vous et moi, et ayant donc la capacité de vous suivre, c'est-à-dire d'obéir à l'interdit que vous lui prescrivez, ou alors d'être tenté justement d'aller vers cet interdit-là, surtout que le livre que nous décrions, que je dénonce en tant que parent, le livre accompagne sa théorie par une image qui montre les adultes. L'image de l'adulte renvoie donc à l'image de vous et moi. C'est-à-dire que voilà ce que les grands font.
Mais l'enfant, avec sa petite cire molle, comme on appelle le cerveau de l'enfant, on dit que le cerveau de l'enfant, c'est une cire molle. C'est-à-dire que si vous y prenez mal, vous pouvez lui donner, on lui donne la forme qu'on veut, et on peut donner une très mauvaise forme si on s'y prend, mal. Donc, cette cire molle qu'est le cerveau de notre enfant, il perçoit l'adulte à travers ces photos, c'est-à-dire vous et moi et tout et tout. Et il se dit, mais comment les adultes qui ne sont pas fous, pourquoi ils font les choses là? Et il va se dire, peut-être il faut que j'essaie. Si les grands qui sont censés être normaux font. Moi, je peux revenir sur ce que j'ai dit au départ. Éducation sexuelle, oui, mais avec un tel outil pédagogique, je pense que l'objectif visé risque de ne pas être atteint. Je peux me tromper. Et maintenant, pour ce qui est du système qui accompagne le choix du livre dans notre pays, je pense qu'il faut une réforme globale du système éducatif camerounais. Il faut réformer pourquoi? Parce que notre culture a son mot à dire. Parce que notre échelle de valeur en tant qu'Africains n'est pas l'échelle de valeur des Occidentaux, ni des Chinois, ni des Indiens. Justement, c'est la réforme. Et ça doit sous-tendre notre système éducatif. Vous aurez des mots à dire dans une minute. Moi, j'ai l'ambition de vouloir recentrer le problème parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Oui. Et moi, je ne reviens que sur ce que j'ai dit à l'entente de ton propos tout à l'heure. Sur ce point-là. J'ai dit, l'éducation, nos enfants sont exposés, ça c'est clair. Quelquefois, par notre faute nous-mêmes, à nous-mêmes les parents. Moi, je serais même tenté d'être d'accord avec le pourcentage de 50% de perversité autour de nous. Il n'y a qu'à regarder dans les familles. Oui, allez-y. Il n'y a qu'à regarder dans les familles. Comme nous avons une notion très approximative maintenant de l'éducation des enfants, quand on rentre dans les foyers, on voit quel type de programme télé on laisse les enfants regarder. On voit des petits-enfants, des fillettes de 10 ans commenter avec la maman, et puis c'est Ronaldo qui a embrassé l'autre, et puis il a couché avec ça, on le sait. C'est pour ça que j'ai dit que nous, les parents, ne pouvons pas totalement dégager notre responsabilité, parce que nous laissons libre cours au programme télé à nos enfants. Alors on fait quoi de ce livre? On l'accepte? Je vais revenir vers le livre. Je vais revenir sur le livre. Notons que même dans les sociétés que nous tendons à copier là, chez eux c'est interdit. Il y a une heure au-delà de laquelle les enfants vont au lit. Bien sûr. Les enfants ne regardent pas les programmes de nuit. Donc on va copier finalement, on copie même jusqu'à... C'est la télé qui envoie l'enfant au lit, c'est le parent qui demande à l'enfant d'aller au lit. Oui, mais je suis d'accord avec vous, ça veut dire que nous avons démissionné de notre rôle. Voilà, on est tous d'accord. Parce qu'on a démissionné qu'il faut aggraver par le livre. Non, le livre est en train de vous remplacer parce que vous avez fui votre rôle de parent. Oui, c'est que le livre. Justement, il ne faut pas que le livre remplace. Moi, j'ai commencé. J'ai commencé plus grand tout à l'heure à dire. J'ai commencé plus grand tout à l'heure à vouloir pointer du doigt la responsabilité des parents qui déjà sont très permissifs. À partir des programmes télé, en fait, on démissionné, c'est l'expression. Avec les téléphones Android qu'on laisse les enfants manipuler n'importe comment. Et que quand vous ouvrez les téléphones des enfants, ils disent les films qu'ils ont à l'intérieur, c'est pas Blanche-Neige. Hein. Donc, c'est pas grave. Et les 4 nains. Oui, c'est pas Blanche-Neige. Donc, on sait que les enfants sont déjà confrontés à ça. C'est ça que j'ai appelé tout à l'heure cette agression virtuelle-là. Il y a nécessité de faire cette éducation sexuelle. Mais maintenant, nous n'avons pas tenu compte des mœurs culturelles. Est-ce que ce n'est donc pas... C'est-à-dire, ce n'est pas des termes qu'on jette à la figure comme ça dans nos sociétés. Bon, excusez-moi, monsieur Bédimo. Bien que la nécessité soit absolue de faire cette éducation. Bon, monsieur Bédimo, juste pour vous relancer, est-ce que ce n'est donc pas également la faute aux parents qui n'ont pas suivi le modernisme qu'ils ont demandé également cette nécessité d'avoir... Permettez, j'étale pour que vous puissiez... Je recadre un tout petit peu. Cette nécessité d'avoir un village planétaire. Ça veut dire que tous les continents ont décidé de se tenir la main. On se passe un tout petit peu nos cultures, on en prend chez le voisin, on en donne également aux voisins. Est-ce que cette envie de prendre l'habitude, justement, Madame Sadio parlait de quelque chose tout à l'heure, les choix des programmes dans nos télévisions qu'on ne fait pas et tout, parce qu'on juge que c'est moderne, est-ce que ça ne nous a pas un tout petit peu dévancé finalement? C'est un bon débat que vous êtes en train d'ouvrir là, malheureusement. On n'aura peut-être pas le temps, il n'était pas là. Rassurez-vous, parce que quand vous parlez justement de, vous avez appelé ça comment, la culture de l'universel et tout, attention. Le petit village planétaire. C'est une notion très délicate à manipuler parce que là, nous les Africains, nous avons plutôt tendance à nous sentir
À embrasser tout ce qui vient? Non, non, c'est-à-dire happé par la culture de l'autre. Ce n'est pas la nôtre. Et c'est là le véritable problème. Tout à l'heure, j'ai dit que ce livre n'était pas adapté pour cet âge-là, à nos mœurs culturelles. Nous entrons très mal dans le modernisme. Et nous pensons qu'être moderne, c'est offrir un téléphone Android à son enfant de 10 ans. Nous pensons qu'être moderne, c'est laisser libre cours au programme télé aux enfants, quel que soit l'âge. Et c'est ça que j'ai dit. Mais aujourd'hui, on ne sera pas moderne de laisser un manuel scolaire continuer l'information qu'on a. Non, mais être moderne, écoutez, même M. Zan qui défend ce livre a dit tout à l'heure qu'il y a des sociétés où écoutez, on a entendu dernièrement un président de la République, le président de la République française dire que ce monsieur n'est pas mon amant. Ça, c'est des choses impensables chez nous. Mais c'est donc ça peut-être le problème aussi. Écoutez, il y a des sociétés qui ont légalisé l'homosexualité et tout. On va dire peut-être que pour être moderne, copions la France qui a légalisé l'homosexualité. Bon. C'est pour ça que je dis que cette notion de modernité, elle est très délicate, il faut savoir comment la manipuler. Donc, en résumé, ce livre doit être adapté aux mœurs culturelles chez nous, c'est-à-dire le revoir, même dans son contenu, parce que c'est des termes qu'on ne jette pas comme ça à la figure des enfants de 12 ans. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure que l'éducation sexuelle est nécessaire, mais le problème, c'est la manière et l'opportunité. L'opportunité, c'est la classe d'âge à partir de laquelle on doit la commencer. D'accord. Tout en restant avec vous, en arrivant sur ce plateau, j'étais totalement convaincue que ce document devrait être jeté. Mais je dois vous avouer que mon cerveau commence à vouloir penser différemment. Parce que quand je vous écoute... À cause de M. Zan. Non, pas à cause de M. Zan. Parce que quand je vous écoute par rapport à la lecture de l'environnement, j'ai plutôt tendance à croire que ce sont les parents qui sont restés bloqués dans la culture traditionnaliste du temps et qui n'ont pas suivi l'évolution et aujourd'hui qui sont rattrapés un tout petit peu par ce qui se passe autour de nous. L'évolution, c'est quoi? L'évolution, c'est ce que le blanc fait. Non, je ne parle pas du blanc, je parle de nous. L'évolution, c'est donc quoi? Madame Aïssi, vous avez eu le courage de poser sur la table un problème déjà. On a un problème en Afrique, c'est qu'on veut toujours faire la politique de l'Autriche. On croit que quand on a mis la tête dans le sol, on n'a pas vu le corps, on est caché. On voit tout le corps. Il faut tenir compte de nos mœurs. Pourquoi? Les mœurs sont tenues, monsieur Bédimou. Je suis désolé de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas interdire à votre enfant un livre qui va lui apprendre à éviter certaines choses alors qu'il voit ça tous les jours à la maison. Quand on va chercher les vérités variables, on ne va pas s'en sortir. Nos enfants voient ça tous les jours à la maison, à travers les tablettes que nous leur offrons, à travers les téléphones que nous leur offrons, à travers les programmes télé. J'ai suivi ici qu'il y a 1 heure en France où les enfants vont se coucher. Mais c'est parce que c'est le parent qui dit à l'enfant d'aller se coucher, pas la télé qui demande à l'enfant d'aller se coucher. Nous avons accepté le modernisme. On doit donc savoir quoi faire. Moi à l'âge où je suis, mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Mais il m'aime. Par exemple. Mais parce que pour lui, dire à l'enfant que je t'aime, pour lui c'était extraordinaire. Mais moi, j'ai dit à mon fils Curtis, je t'aime. C'est son époque. Mon fils Curtis me débloque le téléphone. Et vous connaissez ce qu'il y a au téléphone d'un adulte. Et quand le gars ouvre, et quand un enfant de 5e, mon fils fait le cours élémentaire 2, quand il ouvre le téléphone, il ne parle pas dans les messages. Non, ce qui est sûr, il parle à la galerie. Il manipule le téléphone mieux que nous. Non, il parle dans la galerie. Faut chercher les photos. Et dans la galerie, les photos où vous êtes dans le studio télé, il ne regarde pas ça. Les photos où vous êtes en train de voir un match, il ne regarde pas ça. Il parle là où c'est bizarre. Bon, vous avez un enfant de 8 ans. Ça veut dire que votre téléphone a des choses bizarres. Oui, moi je reconnais. Moi je suis un parent qui dit la vérité. Si vous êtes les parents qui vous disent que vous êtes les blancs, moi je ne suis pas comme ça. Donc, je voudrais donc faire comprendre que pour moi, le livre vient en supplément de ce que nous devrons faire dans la maison. Je vous ai dit que la famille éduque et l'école instruit. Si nous avons le courage de dire à l'enfant que voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça s'appelle chat, ça s'appelle chien. Quand il va à l'école, le fait d'entendre chat et chien de la part de son enseignant ne sera plus brutal pour lui. Il sera prêt psychologiquement à encaisser ce mot et il saura que non, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. C'est ça mon point de vue. N'évitons pas d'éduquer nos enfants. Nous avons accepté une certaine chose. Et puis, pourquoi seulement en 2018 que ça pose problème? Alors que l'éducation y est au programme, ça fait 7 ans, 6 ans. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si c'est ce livre justement qui enseignait ces mots pour la première fois à nos enfants? Donc le mot sodomie, ce livre-là qui a mis ça, vous pensez que ça ne peut pas être possible? Pour un enfant de 10 ans, il n'y a pas de sodomie dans la Bible. Il n'y a pas de sodomie dans la Bible. Mais vous pensez que ça ne peut pas être possible? Pourquoi vous voulez faire comme si... À un enfant de 10 ou 12 ans, que ça soit la première fois dans ce livre qu'il découvre ces mots-là, moi je pense que c'est bien possible. Monsieur Bédimo, je vais vous dire quelque chose. Moi j'habite Newbel. Moi je n'ai pas l'exemple de Paris, de Londres. J'habite Newbel. À Newbel, le lycée de Newbel est entouré d'un marché.
Quand vous allez vers la gauche, c'est les bars. Vous allez vers la droite, c'est les bars. Dans toutes les écoles, tous les lycées, toutes les universités sont entourés de snack bars et de bars. Quand un enfant arrive à 6 h à l'école, à 7 h, à 7 h à l'école, quand il passe devant un bar pour aller à l'école, il y a des gens qui ont passé toute la nuit à boire, il les voit quand il va à l'école. Il trouve 2 femmes en train de s'embrasser dans un bar. Il passe. Il voit des choses bizarres. Ce que vous faites comprendre, c'est que ne faisons pas comme si le livre... Il faut que le livre en rajoute alors. Le livre ne rajoute pas. Le livre, justement, c'est une pédagogie. Parce que nous-mêmes, nous devons prendre notre droit à la main. Qu'est-ce que vous gêne de dire à votre enfant que le cunilinguisme n'est pas bon? C'est pas d'accord que certains l'utilisent, ils en trouvent le plaisir. Mais pas mon enfant de 10 ans. Mais je crois que finalement, on tournera à la télé. Il a vu le mot sodomie, il s'est lit. Finalement, on en arrive. C'est pourquoi j'étais en train de le dire tout à l'heure. Empêchons-nous à nos enfants de suivre la télé. Pour finir, les télévisions. Je veux revenir sur autre chose que M. Zan disait aussi. Bon, cette notion de complotite là qu'on a passé dans les réseaux sociaux, j'ai aussi entendu que c'est des ligues sataniques qui ont décidé de... La victimisation, là, on sait que c'est les Africains, il y a le complot partout. Mais Monsieur Zan, vous êtes tombé aussi dans cette notion de complot. Quand vous dites que c'est pas par hasard que c'est en 2018 qu'on vient faire un bouquin, alors que le livre... Ça, c'est toujours la notion de complot. Ça, c'est nous les politiciens. C'est toujours la notion de complot. Donc, c'est par rapport aux élections. On veut mettre le régime en difficulté. Pourquoi quand on met un seul livre au programme, ce problème sort? Pourquoi quand il y avait plusieurs livres au programme, il n'y a pas de problème? D'accord, peut-être ça sera un autre débat dans une autre occasion. Même important, parce qu'il y a aussi l'affairisme autour du livre scolaire. Bien sûr, on reste dans la rentrée scolaire, puisqu'on poursuit avec les réformes tout de suite. Le temps de prendre quelques réactions des téléspectateurs. C'est compliqué. Les jeunes d'aujourd'hui sont androïdes et rien n'est surprenant et nouveau aux yeux des enfants. Déjà avec les TIC, tout est visible et dit. C'est Awe Taiwe qui nous écrit. Nous sommes une génération androïde et rien n'est surprenant, dit notre société est dynamique et tout droit doit évoluer. Désolé aux parents qui se voient surpris, mais la science et l'éducation évolutive, elle nous écrit depuis Marois. C'est ça qui est assez surprenant. Bonsoir le plateau. Moi, je ne trouve pas le problème avec ce livre parce que l'affaire de sexualité, on la retrouve partout en classe de 5e, telle qu'on retrouve les enfants de 11 ans. On y retrouve également ceux qui sont plus vieux. Bonsoir à tout le plateau, surtout à la dame en paille. Merci de répéter valablement, ceux qui pensent que ce livre est déviant. Je pense pour ma part que c'est pas bon, c'est un parent. Il a signé un parent. Bonsoir à vous au studio. Je pense que le livre en question mérite les enfants de 5e, car nous sommes dans un temps moderne où tout le monde est androïde. C'est Romuald Kenkwa qui nous écrit depuis Chidouala. Bonsoir à tous les panélistes. La dénomination du livre fait polémique parce que le débat sur la sexualité est un sujet tabou dans nos familles, car les enfants sont plus cultivés linguistiquement, peu importe l'âge. Je suis un parent, un père éducateur. C'est Lionel de Yaoundé. Ce livre n'est pas adapté en 5e. Il n'a pas précisé que ces pratiques sexuelles sont celles des Occidentaux. N'oublions pas la valeur de la parole du maître. Donc, il pourra rectifier tout ce qu'il y a à rectifier. Le livre de SVT de classe de 5e n'est pas mauvais en soi, mais c'est la classe dans laquelle il est introduit qui n'est pas bonne. Parce qu'à mon humble avis, la classe indiquée pour ce manuel est au moins la 3e. C'est Yvan de Bonjoun. Vous voyez qu'il y a des gens qui pensent différemment, comme vous également sur ce plateau. Salut au panel, Madame Sadio, félicitations. Si toutes les femmes étaient téméraires comme toi, c'est que cette crise est finie. Courage à toi. Manger est un début de bonheur. Du coup, n'attendez que dalle sur ces gens au pouvoir. Voyez l'éducation, la santé, les routes, le travail, etc. Seul Dieu volera à notre secours. Beaucoup de courage, madame. Une dernière réaction, parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne pourra pas lire les réactions de tout le monde. Bonsoir, vous parlez d'éducation sexuelle à l'école. Quand allez-vous aussi parler d'éducation biblique à l'école? On dit souvent que chacun a son problème. Aujourd'hui, au Cameroun, pour l'école, nous devions nous appuyer sur la parole de Dieu à tous les niveaux. Madame dit toujours la vérité. Beaucoup de Camerounais sont des menteurs. Lingom a aidé. Bonjour à vous. L'idée est bonne, mais l'approche est mauvaise. Peut-être on trouvera donc une solution à ce niveau-là. Interdisez alors les dictionnaires à nos enfants. C'est Juan Le Matas qui écrit depuis Douala, puisque dans les dictionnaires, il y a les mêmes mots. Monsieur Zan, vous n'êtes pas écrivain. Pourquoi défendez-vous tant ce programme? C'est Abel qui pose la question depuis Limbi.
le panel, M. Zan et son parti majoritaire légalisera tout cela à l'Assemblée, comme ils nous ont imposé le champion en 2008. Bravo à la pensée unique. Et bien sûr, qu'est-ce qui crée même une polémique? Seulement les médias avec la promotion de l'homosexualité que nous vivons, il faut déjà éduquer les enfants. Les enfants qu'on attrape dans les établissements, dans les partous et autres choses. C'est toujours ce livre. Les prises de drogue, vous pensez qu'ils ont appris ça où? Vous qui rejetez ce livre, sachez que vous ne connaissez vraiment pas vos enfants. On va s'arrêter là ce matin. On poursuit dans la revue Actu. On parle de cette rentrée scolaire, justement, de cette réforme. Vous en parliez tout à l'heure. On a eu un souci au début de cette année scolaire. On s'est rendu compte que cette réforme n'est pas totalement comprise par les parents, puisqu'on a eu beaucoup de parents d'élèves lundi devant les établissements scolaires pour inscrire les enfants. Et pourtant, désormais, on le sait, c'est de façon électronique que les inscriptions sont réalisées. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être encore du travail à faire avec ces réformes, Madame Sadio. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le relever. Je l'ai dit tantôt, j'ai été un peu chahuté. Cependant, je ne change pas d'avis. Le système éducatif. On a une société qui est en passe de battre tous les records en matière de mauvaises pratiques, pour rester gentil. De mauvaises pratiques, parce que nous sommes passés plusieurs fois champions en corruption et détournement de deniers publics. Si vous remontez à la source, vous verrez que ça a quelque chose à voir avec l'éducation, avec l'éthique. Je vous ai parlé tout à l'heure d'abord de notre culture. Vous savez que chaque société préserve ce qu'elle a de bon. Et lorsqu'elle va au rendez-vous du donner et du recevoir entre les peuples, elle prend ce qu'elle n'a pas, mais dans ce prendre-là, elle sélectionne ce qu'elle juge bon pour elle et adaptable à sa propre réalité, pour pouvoir se bâtir, pour pouvoir progresser, pour pouvoir le mot qui est le plus affectionné, se moderniser. Donc, pour revenir maintenant aux produits que nous sommes, globalement, effectivement, on ne parle plus de la sexualité, parce que tout à l'heure, parlant de la sexualité, j'ai dit que c'est des cas marginaux qui sont des pervers sexuels. Ce n'est pas tout le corps social camerounais qui est constitué de pervers sexuels. Vous comprenez? Pour vous répondre, j'ai lu ce SMS d'un téléspectateur. Imaginons une caméra cachée que l'on promènerait dans nos maisons. Les images qui en sortiraient seraient renversantes. Pour dire quoi? Que 50% c'est peu. Parce que la plupart ont consacré l'hypocrisie en mode de vie. C'est Tchougou qui nous écrit depuis Garoua. Alors, c'est pour dire que ce qui se passe réellement... Votre téléspectateur a donc promené sa caméra dans les chambres des gens pour constater que nous sommes tous un corps social composé essentiellement de pervers. Moi, je ne suis pas une perverse. Et je crois savoir que monsieur qui est assis à côté de moi n'est pas un pervers. Ne jurez pas de monsieur Bédimo. Donc, ne jurez pas. Puisque vous dites qu'on est presque tous pervers. Mais lui dit qu'il a des images dans son téléphone. Les idées que vous développez depuis, c'est pour nous dire que vraiment, tout ce qu'on dit là, c'est qu'il y a... Ok, si c'est déjà la norme, pourquoi donc prescrire un livre pour interdire? Puisque c'est le souverain qui oriente les décisions du politique. Moi, je pense que ce n'est pas la norme. Moi, je pense que dans nos pratiques, cette perversité-là, cette perversion-là n'est pas la norme. Je pense que c'est des cas marginaux. Et je crois même que je peux même aller jusqu'à dire que même dans les sociétés occidentales, les violeurs d'enfants, c'est des marginaux, c'est des gens qui ont raté leur processus d'intégration dans la société. C'est des gens qui ont eu un problème et c'est des cas marginaux. C'est des cas marginaux. Sinon, tous les jours, sinon tout le monde serait tué, tout le monde serait violé. Bien sûr. On serait en réalité un monde de malades. Mais je pense qu'on n'est pas un monde de malades. Je pense qu'il y a des cas. Donc maintenant, pour revenir à la réforme, je vous ai parlé au moins de deux piliers. Il y a le pilier de la culture. Et la culture devrait être, comme je l'ai dit tantôt, le soubassement de toute orientation sur le plan et dans les réformes enregistrées justement dans l'éducation, qu'est-ce qui pour vous cloche un tout petit peu? Par exemple, je vais prendre juste un petit cas, l'histoire. Et ce n'est pas moi qui parle,
Parce que le politique n'a pas vocation à tout savoir. Oui, bien sûr. L'acteur politique n'a pas la science infuse. Je vais tout simplement donc m'appuyer et parler sur le contrôle des enseignants, des précepteurs de nos enfants, qui disent que la société camerounaise d'aujourd'hui, elle est dépravée, elle est un peu comme elle est du point de vue politique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment patriote, elle n'a pas le sens du respect de la chose publique, elle vole, etc. Mais c'est parce que le processus d'éducation ne nous a pas enseigné le patriotisme suffisamment. C'est parce que sur le plan de l'histoire, nos livres d'histoire, par exemple, n'ont pas suffisamment accordé la part belle à l'histoire du Cameroun. D'où nous venons, parce que c'est quand tu sais d'où tu viens, et qu'est-ce que tes aïeux ont effectivement accompli comme prouesse, que les enfants peuvent s'y appuyer pour s'en inspirer. Nos héros même ne sont pas célébrés, pour ne parler que de cela. Nos luttes, que ce soit l'indépendance de la partie francophone, nous sommes l'une des rares curiosités au monde dans lesquelles on ne célèbre pas ce jour-là où on nous a dit, OK, vous prenez les commandes. Nous ne célébrons pas ça. Nous ne célébrons pas ça. Et même que c'est encore plus grave pour ce qui est de la partie anglophone. Et c'est l'une des raisons qui a envenimé, nourri la rancœur qui aujourd'hui nous explose sur le visage. C'est que pendant des décennies dans ce pays, le 1er octobre, chaque fois, on fouettait des gens. Or, le 1er octobre renvoie à quelque chose d'historiquement connu, qui est plutôt quelque chose qui devrait être célébré. Fouetter, c'est-à-dire... Bon, vous ne savez pas que le 1er octobre, il y a des gens qui essayent de se souvenir de l'histoire, de ce qui s'était passé dans l'histoire du Cameroun. D'accord, le livre... Et ils sont interpellés et ils sont jetés en prison parce que c'est tabou. D'accord, on a transformé ça en Madame tabou. Sadio, pour ne prendre que l'aspect de l'histoire, je dis donc que nous sommes dans le déni. Et un peuple qui est dans le déni est un peuple qui n'apprendra jamais. Parce que apprendre, c'est quoi? Pour ce qui est des adultes, des citoyens, apprendre signifie revenir en arrière pour évaluer et dire voilà ce qui a été bien fait, voilà ce qui a été moins bien fait, et rectifier dans le tir. Dans toutes les réformes sur le plan de la science. Sur le plan de la science, permettez, Madame Sadio. La démarche est trop linéaire. Je chute par là. La démarche est trop linéaire, c'est-à-dire que nous opérons dans une espèce de suivisme de l'offre scientifique et technologique occidentale. Or, la science n'est pas que linéaire. C'est-à-dire que la substance grise qui nous permet d'avoir la capacité d'invention, de création. Quand vous regardez comment la Chine, qui a été autant colonisée que nous, aujourd'hui dicte sa donne sur le plan économique aux vieilles civilisations. Est-ce que Madame Sadio, c'est dû au manuel ou au système éducatif? Parce que je pense que... Je réponds pas à l'affirmative, madame. Je pense que, si vous permettez, je pense que dans le système éducatif camerounais, moi j'ai eu la chance avant de virer, de faire les sciences très tôt, on avait déjà ce qu'on appelait la théorie et la pratique. Je dois reconnaître qu'il y avait des limites un tout petit peu en termes de matériel dans la pratique, mais moi j'ai appris à faire du savon étant au lycée, j'ai appris à fabriquer de la glycérine étant au lycée, c'était la partie pratique de la science que j'apprenais. Donc je me dis, peut-être c'est également les enseignants qui doivent transmettre à un moment donné, qui ne font plus totalement leur travail et qui ont peut-être aussi un tout petit peu via leur plainte décidé de baisser un peu les bras, parce que c'est le lycée où je suis passée, c'était pas en collège, hein, c'était en lycée, et moi j'ai appris à fabriquer du savon. C'était la partie théorique, pratique de la théorie qu'on apprenait dans les matières scientifiques. Donc je me dis qu'à partir de là, je peux inventer. Qu'est-ce que soit le bout par lequel nous prenons, même si on prend par votre bout, qui suggère que ce sont les enseignants qui peut-être ne font pas leur travail, ça veut dire que ça revient encore à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on a raté. Si on a encore un enseignant qui ne sait plus quel est son rôle dans la société et quel est le poids de ce rôle-là pour générer, engendrer une société meilleure qui à son tour génère le développement, le progrès, c'est toujours l'éducation. C'est ce que j'étais en train de dire. Et quand je parlais de la science tantôt, on peut prendre dans le... C'est justement pourquoi je voudrais demander... On peut prendre la science, l'aspect par exemple de la médecine. Vous savez qu'aujourd'hui... Mais seulement, nous sommes encore en train de parler de réforme et de rentrée scolaire. Parce que quand vous prenez la médecine, leur rentrée, c'est pas pour maintenant, rassurez-vous, vous serez réinvité. C'est pour ça que je dis qu'il faut réformer. Pour parler, et laisser éclore le génie propre africain et donc camerounais.
Bon, peut-être... Madame Sadio, on va mettre la galanterie de côté bientôt pour commencer à vous couper la parole, parce que vous... C'est elle qui m'a relancé. Merci, allez-y. Elle a repris la parole et puis elle me l'a redonnée. Oui, alors moi, ce que je veux dire par rapport aux réformes, c'est quoi? Que ce soit les réformes, que ce soit l'enseignant, que ce soit le livre, tout cela fait partie d'un système qui est le système éducatif, et c'est lui qui pose problème. Parce que nous, au Manidem, il y a très longtemps que nous avons sorti un document que nous avons intitulé La Nouvelle École, c'est-à-dire comment nous pensons l'école au Cameroun. La problématique vient de quoi? Vient du fait que nous sommes un système colonial encore. Et vous savez que le Manidem a pour leitmotiv de sortir le Cameroun et l'Afrique du néocolonialisme. Nous sommes un système colonial encore, donc, qui a tout orienté vers l'ancien colon, même son système éducatif. C'est-à-dire, les indépendances n'ont pas permis à ce que nous concevions, nous pensions un système éducatif adapté. Donc même les propositions de la ministre Nalova Nyonga, c'est des réformettes, parce que le problème est plus profond. C'est-à-dire penser un système éducatif adapté à un programme politique, si on en avait même un. Parce qu'il faut d'abord avoir un programme politique. Madame Sadio l'évoquait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est la Chine, on sait que voici ce que nous voulons être dans 100 ans, dans 50 ans, dans 20 ans. Et on adapte tout. Absolument. Parce que, pour donner un exemple simple, si nous sommes des pays qui se bâtissent encore. Si on crée plus de diplômés en grammaire ou en philosophie que de techniciens agricoles, vous voyez qu'on va droit contre le mur. Donc c'est à peu près, on dit de manière triviale comme ça, c'est comme à partir de ça qu'on devrait commencer à concevoir, à penser un système éducatif. Sinon le reste c'est juste des réformettes qui ne changent pas fondamentalement pas grand-chose. La réforme éducative pour sortir et entrer dans la présidentielle qui nous interpelle tous cet après-midi. Il y a que nous, les hommes politiques, qui trouvent que la réforme de l'éducation n'est pas bonne. C'est clair que c'est de bonne guerre, moi je le comprends, mais c'est aussi fait preuve de cécité cérébrale qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord avec un système, mais il faut aussi avoir bonne foi de reconnaître certaines choses. Quand on parle du système classique, licence, machin, pour tomber à LMD, licence, master, doctorat, c'est parce qu'on veut professionnaliser le système éducatif. Vous avez vous-même bien dit, on vous a appris à fabriquer le savon, mais vous avez plutôt orienté en journalisme. Je ne peux pas, moi, produit de l'école, c'est-à-dire je suis un produit de l'école du Cameroun, me remettre en cause à partir du système qui est. Chacun apportera sa part de vision du système, mais je veux faire comprendre aux jeunes, à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui me suivent, que nous les hommes politiques ne ferons pas d'eux des hommes. Ils seront des hommes s'ils le veulent, quel que soit le système qui viendra. Même si c'est M. Mouna qui est au pouvoir aujourd'hui, il y aura un opposant qui va dire que son système n'est pas bon. Même si c'est-à-dire qu'on ne cloisonne pas la jeunesse dans des systèmes politiques pour leur faire croire que votre génie va éclore parce qu'un système politique doit vous faire... Non, vous êtes un génie, vous êtes un génie. L'État vous accompagne avec les moyens qu'il y a pour que le génie s'élève. C'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans les détails ici pour parler, par exemple, des écoles professionnelles de formation où, prenons Arthur Zangsan Camerounais, c'est formé ici. Tous ces Camerounais qui créent des choses qui, pour nous, c'est ici au Cameroun. Donc, pour moi, il y a les choses à perfectionner, mais il n'y a pas à renouveler les choses. Parce que là-bas, on veut tout renouveler. Même l'air qu'on respire, on veut renouveler. La manière de l'eau, la couleur de l'eau, ils vont renouveler. La couleur du goudron, ils vont faire comme... Donc, c'est ce rêve qu'on vend au Cameroun là qui n'est pas bon. Apprenons aux jeunes Camerounais qu'ils doivent travailler. On m'a parlé de l'exemple de la Chine. Est-ce qu'on a dit aux Camerounais que pour que la Chine arrive là où elle est aujourd'hui, il a fallu que le petit Chinois qui travaille, sache qu'il vient avec 10 000 à la fin du mois, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour lui. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela, ce sacrifice-là, que nous travaillons pour Mme Aïssi, pour M. Bedimo, pour Mme Sadio, que mon salaire que j'ai, cela multiplié par tout le monde pour que nous... Est-ce que nous sommes prêts pour cela? C'est de ça qu'il s'agit. Prenons les exemples en demandant à nos frères de travailler. Je reviens maintenant sur la réforme la plus énorme de cette rentrée, qui est le fait du manuel scolaire qui a allégé le sac au cartable de nos enfants. C'est-à-dire on est passé à un livre. Et le deux, le paiement électronique des frais de scolarité. C'est vrai que c'est une mesure qui a été mise en place et qui va crescendo. Ça me rappelle il y a 5-6 ans quand on instaurait cela au niveau de l'université. C'était difficile au début, mais aujourd'hui c'est devenu facile, en un clic à passe. Donc les parents auront le temps de s'y habituer. Il faudra aussi là que tout l'ensemble des acteurs de la chose se mettent ensemble. Les opérateurs de téléphonie mobile, l'État du Cameroun à travers l'antique et l'ART, et nous les parents, que nous acceptons aussi de le faire. Parce que pour là, ça évite l'alignement.
Ça évite les pénibilités aux parents devant les salles de classe. Mais n'oublions pas aussi que comme nous sommes africains, l'intendant a encore son rôle à jouer. C'est pour dire que ceux des parents qui ne comprennent pas encore qu'il faut payer électroniquement pour encore aller payer au lycée parce que l'intendant est encore là pour recevoir de l'argent. Ah non, c'est ça justement le problème. C'est que l'intendant ne reçoit que l'APE. Et le reste, il te donne un bout de papier et tu peux payer toujours. Donc ça veut dire qu'il a encore son rôle. Donc vous savez, quand on met en place une réforme, on la teste. Bon, en fait, et on voit maintenant le résultat pour la perfectionner, ou bien pour la mettre de côté et de mettre en place une autre réforme. La vie, c'est un construit quotidien. On construit tous les jours. Je me sens obligé de rebondir un peu sur ce que M. Zan vient de dire. Il faut que les téléspectateurs comprennent qu'il est dans son rôle, c'est-à-dire il est dans le parti au pouvoir. Et pour eux, il ne faut pas que les choses changent fondamentalement. Toutes les réformes, ce que moi j'appelle réformer, doivent se faire à l'intérieur de ce système-là. Pourtant, pour nous, et moi, je le dis, il faut bien que lui s'en plaigne, c'est qu'il faut tout revoir de fond en comble. Ce n'est parce qu'il veut dégager le politique de ses responsabilités. Il dit que bon, un élève peut se former et puis créer des startups, on peut en voir peut-être à gauche à droite, mais il oublie que c'est le politique qui oriente la vie d'un pays. C'est lui qui amène les gens vers une direction ou vers une autre. Tant que le politique freine, ou bien qu'il n'ouvre pas les ventes, rien ne peut se faire. Donc, en définitive... D'accord. On ne peut rien attendre des médecins, pharmaciens et des enseignants tant qu'ils ont faim. Tant que leur salaire ne sera pas digne, le savoir transmis sera toujours dilué, c'est un fait. Le salaire, mieux. Le bien-être des enseignants, c'est la fondation d'une maison et le savoir qu'ils transmettent en est les murs. Je pense que ce message nous sert de transition. On va prendre justement cette transition pour parler de présidentielle 2018 au Cameroun. Généralement, quand on en arrive à cet instant, les habitués le savent, pour les nouveaux sur ce plateau, c'est 1 minute à chaque prise de parole. Sinon, je serai obligée de vous interrompre, ce que j'aime pas beaucoup faire. Donc, merci de respecter la règle du jeu. Ainsi, ça permettrait de faire le plus de tout possible et à chacun de revenir sur certaines choses qu'il a envie de mieux éclairer. La présidentielle, ce sera en octobre prochain, plus précisément le 7. 9 candidats sont retenus pour cette course à Itoudi pour cette année 2018. Il faut dire qu'en ce moment, des alliances se tissent ici et là, on en parlera dans quelques minutes, mais également, pour entrer dans le vif du sujet, on a un code d'honneur qui a été validé hier à Yaoundé par les acteurs politiques sous l'initiative d'Election Cameroun, j'allais dire au Palais des Congrès de Yaoundé. Ils se sont assis pour tabler sur les contours de cette élection présidentielle et les règles à respecter pendant l'élection et après l'élection qui a été paraphée par tous les acteurs du processus électoral pour cette présidentielle. Comment avez-vous apprécié cette initiative d'Election Cameroun? Ce n'est pas une nouveauté. Le code d'honneur dont vous parlez date de 2011. Ça veut dire que déjà en 2011, nous avions participé à penser et à élaborer, autant qu'on nous l'avait permis en son temps, ce code d'honneur-là, dont la quintessence à la réalité réside sur les accords de principe de ce qu'on va se conduire en gentleman. Est-ce qu'on a des garanties de pouvoir respecter justement cet accord une fois les élections là? En tout cas, la parole a été donnée. Je crois savoir, comme je l'ai dit sur un autre plateau, que normalement, se retrouver pour se dire entre adultes qu'il faut ne pas s'insulter ou ne pas déchirer les effigies des candidats concurrents, c'est bon, je ne sais pas. Peut-être ça tient de l'état des lieux où parfois on a observé que l'environnement électoral chez nous, parfois les tensions atteignent leur pic lorsque les échéances approchent. Mais cependant, normalement, si on était bien éduqué, ça devrait aller de soi. Donc, pour ce qui est de l'AFP et pour ce qui est de la plateforme pour la Nouvelle République et pour ce qui est d'Akere Mouna, nous sommes partis à ce code de bonne conduite-là. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que personne parmi nos troupes ne tient des propos de nature à disqualifier. Je pourrais vous surprendre, plutôt dans la logique de la fédération. Sur ce plateau la semaine dernière, il n'a pas été doux. Monsieur Zan, vous également, vous avez apprécié ce code. Est-ce que c'est
c'est une nécessité finalement dans l'environnement politique du Cameroun d'avoir un code d'honneur avant chaque élection présidentielle? Oui. Oui. La répétition est la mère des sciences. C'est-à-dire, la mère de l'enseignement. Elle est quand même dans son rôle. Elle est quand même là pour rappeler aux différents acteurs de la chose politique les règles de bonne conduite, la déontologie, l'éthique, tout ça, parce qu'encore il y a un nouvel acteur qui est entré dans la scène des réseaux sociaux. Quand on lit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Et ces gens qui animent la meute de part et d'autre de chaque parti qui anime les réseaux sociaux sont les militants de ces partis-là. Donc, il va le soir. La deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il faut qu'on sache que 80% des conflits en Afrique viennent des élections, principalement des élections présidentielles. Alors, moi j'ai apprécié ce qu'elle a fait hier pour demander aux différents candidats ou à leurs représentants de respecter cette chose. Et je finirai par dire que chez nous, au RDPC, nous avons un gentleman, président de la République. C'est pour ça qu'il n'est pas encore en campagne, parce qu'il attend le 24, la date officielle pour entrer en campagne. Parce que les autres font là, ce sont des hors-la-loi. Ouais, donc par là, ça a commencé à être hors-la-loi. Et certains ont même dit qu'au soir du 7, ils ont des gars prêts à descendre dans la rue pour contester les résultats. Donc, Elekam a bien fait de faire ce qu'il a fait hier. Vous partagez cet avis? Il sait bien que je ne peux pas le partager. Non, mais je je dis non, je me réponds, vous êtes malidem. L'initiative... Oui, je crois que Mme Sadi a failli utiliser le mot tout à l'heure. C'est un gentleman agreement, c'est-à-dire une espèce de Sauf que nous sommes convenance, en Afrique, convenance entre gens bien. Il ne faut pas qu'on s'insulte, qu'on déchire les affiches. Mais on oublie qu'en amont, il y a le code électoral qui est dénoncé. Donc, quand en amont, le problème est déjà vicié, en donc aval, on peut signer et ne pas rester après. Non, en aval, il faut donc c'est une espèce de je dis donc le gentleman agreement entre gens bien autour d'un verre de champagne et tout. Mais moi je dis, ça peut aussi peut-être arriver parce que je n'ai pas l'impression que fondamentalement ces candidats sont de véritables candidats à l'opposition contre Biya. Voilà peut-être pourquoi ils vont arriver à ce... Mais ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui, on est en plein dedans puisqu'il y a des alliances qui se forment. On ne peut parler de cette présidentielle sans parler des alliances. On en voit par après. Je commence par vous, Madame Sadio, parce qu'on a pu observer beaucoup de mains tendues du côté de Maître Akeremouna, récemment avec l'UPC. À Biba, parce qu'il faut apporter la précision, et après avec le Manidem. Un soi-disant. On en arrive, monsieur Bedimo, vous allez réagir, il n'y a pas de souci. Et une branche également du Manidem, parce qu'il faut dire que pour l'UPC, on a une branche de l'honorable Babot qui soutient le RDPC, on a une branche qui vous soutient, Akeremouna, et on a une autre branche qui vient de se signaler à l'ouest du Cameroun qui soutient Maurice Kamto. Ça c'est pour l'UPC. Et puis pour le Manidem, on a le Manidem d'Anissé Kané, et de l'autre côté on a le Manidem de Dieudonné Yebga qui vous soutient. Est-ce qu'on peut accorder de la valeur à de telles alliances avec des bouts de partis politiques? Parce que finalement c'est des bouts. Ce n'est pas des partis entiers. Moi, je me pose même des questions finalement sur le Cameroun. Nous ne sommes pas sur un jugement de valeur. Nous sommes dans un champ électoral, c'est une question d'addition. D'accord. Quand bien même ce serait un seul citoyen qui dit à un candidat, je suis d'accord avec tes idées, je te suis, ce serait valable parce que ça vaudrait un bulletin portant l'effigie de ce candidat-là glissé dans l'urne. Donc, voilà, je préfère m'arrêter là et ne pas aller davantage dans la polémique. Sinon, ajoutez tout simplement que vous avez cité le Manidem ou une partie, vous avez cité l'UPC avec Abiba Issa, mais vous auriez aussi pu citer l'Alliance des forces progressistes. Puisque vous êtes déjà sur le plateau et on l'a dit à plusieurs reprises. Vous auriez pu citer l'UFDC de Dr Victorin Amenimbiele, vous auriez pu citer le FBDP, d'ailleurs qui a investi notre candidat, c'est essentiellement basé dans la Damawa, de Doukou Darman, et bien d'autres syndicats, puisqu'il faut rappeler que Akeremouna est à la réalité un technocrate issu de la société civile. Maintenant, je reste avec vous. Donc il fédère tant dans les formations politiques que dans la société, les OSC et les syndicats. Vous permettez que je vous relance. J'ai une petite question que beaucoup de Camerounais se posent par rapport à l'UPC avec la suspension de Mme Abiba. Est-ce qu'elle pourra réussir à porter la parole de l'UPC pour mobiliser les troupes comme il faut, puisqu'elle n'a plus le droit de parler au nom de l'UPC d'après le dernier congrès organisé par l'Union des populations du Cameroun? D'après le dernier congrès, ils ont fait une réunion à Yaoundé, je crois avoir des images quelque part où remontez un peu plus en arrière et dites que le gouvernement
à travers le MINAT, a commis une note désignant sa part, choisissant sa part du PC. Il faut remonter jusque-là pour qu'on puisse suivre de manière logique. Puisqu'on en avait déjà parlé, ce serait justice. On en a parlé ici, lorsque c'est peut-être pourquoi vous êtes là pour la première fois. C'est logique. On en a parlé ici lorsque le MINAT a fait sa sortie, donc nous sommes évolutifs. Donc pour répondre à votre question, ces micmacs-là, je veux comprendre qu'on est dans le champ des joutes électorales et que chacun y va, c'est à qui mieux, chacun y va selon l'arme qu'il détient, pouvoir usant de son arme, de l'arme du décret pour disséquer les partis politiques et identifier les personnes qui seraient les moins méchantes, entre guillemets, vis-à-vis de lui, etc. Cependant, il y en a qui, on ne peut pas l'empêcher aussi, qui se revendiquent en même temps de certaines formations politiques, mais qui ont de la préférence pour un certain candidat. Ça aussi, ça participe de la liberté de choix qui est protégée par la Constitution, donc la loi fondamentale du Cameroun. D'accord. Monsieur Anissé Ekane et M. Bedimo a dit que il y avait quoi, Dieudonné Yebga avait fait quoi, une usurpation de quoi? Si j'ai bonne mémoire, peut-être vous allez m'aider à me souvenir. Vous êtes journaliste, donc vous êtes censé suivre l'actualité. Non, c'est pourquoi j'ai la joie de vous avoir sur ce plateau. Vous allez m'aider à compléter ma phrase. Merci pour l'occasion qui m'est donnée maintenant pour éclaircir cette situation. Permettez que je monte un peu plus loin, c'est-à-dire en 2014, le Mandem a tenu un congrès et a élu Dieudonné Yebga comme président du parti. Au bout de 2 ans, on s'est rendu compte et vous serez gentil d'être... voilà, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que c'était la dérive totale, que le président que nous avions tous élus nous menait dans une direction qui n'était pas la bonne pour le parti. En 2017, en juillet, la majorité des cadres du parti se sont réunis. Se sont réunis et ont décidé de suspendre les instances du parti, mettre en place un comité de réorganisation en attendant le prochain congrès. Le prochain congrès, il a eu lieu le 2 juin 2018. Il a élu un nouveau bureau. Le nouveau bureau, nous l'avons présenté aux autorités compétentes, c'est-à-dire le MINAT. Nous avons écrit au MINAT pour dire que la direction du parti a été changée après, comme résolution du dernier congrès du parti. Et le MINAT a répondu au Manidem. Mais est-ce que ça empêche à partir de là, je me demande comment quelqu'un d'autre peut... de soutenir le... Mais à partir de... Peut-être vous n'avez pas suivi. À partir de là, comment pouvez-vous m'expliquer que quelqu'un d'autre aille se prévaloir du titre de président du Mandem alors qu'il a même été exclu au dernier congrès et mieux encore qu'il a engagé le parti dans des alliances des candidats qui n'ont pour d'autres ambitions que d'être peut-être numéro 2 et être numéro 2 aux élections et d'être peut-être le leader de l'opposition. Voilà, et ça me permet donc de dire maintenant que ces candidats, tous, n'ont aucune ambition de faire une coalition pour battre le régime bien. On voit ce qui se passe maintenant. Ils se contentent donc de jouer à la voiture balai qui arrive et qui ramasse tout le menu fritin ou je ne sais comment appeler ça, le tout venant qui se trouve à gauche et à droite. Mais je trouve que c'est... je trouve que c'est scandaleux. Je dis politiquement, je trouve que c'est scandaleux. Après tout ce qui s'est passé, toutes les forces politiques de l'opposition véritable se sont battues, ont demandé aux candidats de coaliser pour chercher en leur sein quelqu'un qui pourrait porter la voix de l'opposition. Et la différence avec 92 où l'opposition a eu une candidature forte, même pas une candidature unique, est que ce mouvement a commencé à se constituer par la base, c'est-à-dire c'est la base qui se réunissait. Et puis il y a eu évolution. On a eu l'Alliance pour le redressement du Cameroun par la Conférence nationale souveraine, qui a abouti à l'Union pour le changement, qui a porté John Fundi comme candidat. Donc pour vous, ces alliances, finalement... Mais non, aucun sens. On n'a aucun sens parce que ici, c'est pas un programme politique auquel on adhère et qu'on va soutenir. On va soutenir un candidat. Donc c'est une espèce de maison qui commence par le toit. Mais je parle même de celui que nous avons exclu. J'ai essayé, il a tenté de bricoler quelque chose à la fin pour expliquer pourquoi il va soutenir. Et la première ligne, c'est que c'est le fils de l'autre. Mais c'est totalement scandaleux en politique, de telles déclarations. Vous parlez de qui? De Maurice Kamto?
Je parle de Dieudonné Yebga exclu du Manidem qui est allé soutenir Akere Mouna au nom d'un soi-disant Manidem. Donc le Manidem n'est pas d'accord parce que c'est pas au nom je du vous ai Manidem, dit que le Manidem qui soutient il est exclu du Manidem. Ok, c'est compris. Président Zhang, vous également, vous êtes concerné puisqu'il y a un bout de l'UPC qui soutient le RDPC. Finalement, on risque de finir par découper tous les partis qui ne vont pas aux élections présidentielles et qui rentreront dans 1000 partis à la fois. On risque de s'acheminer finalement vers un chaos à la veille de cette élection. On ne saura même plus qui est de quel côté de la barrière. Les Camerounais sont témoins, les nombreux Camerounais qui nous suivent à travers la magnifique chaîne sont témoins de ce qui se passe sur ce plateau, où deux leaders des partis d'opposition ne se reconnaissent pas dans certaines alliances et tout. Bon, ça reconforte donc notre manière de faire les choses. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le bout de l'UPC qui soutient le candidat du RDPC, quand même celui qui a un siège à l'Assemblée nationale, c'est un élu. Comme par hasard. C'est un élu, il a gagné les élections en 2013, donc je suis désolé, c'est l'élu. Et je souhaite aussi par là dire que c'est grave que des hommes politiques qui ont pour seul domaine de définition la transhumance politique soient ceux-là qui passent le temps à vouloir donner des leçons. C'est-à-dire, moi j'ai horreur de certaines choses, c'est pour ça que je dis, autant dans l'éducation, autant dans la vente des rêves, que les gens quand même reviennent à de meilleurs sentiments. Nous, au RDPC, nous, on a travaillé le terrain, on a été rejoints par notre programme, par des partis qu'on appelle le G20 qui nous soutiennent. Et nous sommes sur le terrain pour travailler pour que notre candidat soit réélu brillamment le 7 octobre. Je vais finir par dire à Mme Sadjo qui a dit tout à l'heure que le régime en place joue les troubles faits dans le nord-ouest, le sud-ouest, parce que ça l'arrange, pour lui faire comprendre que je voudrais l'envoyer interroger les résultats des élections de 2011 présidentielles dans ces deux régions, élections de 2013, les élections municipales dans ces deux régions, et les élections des sénateurs sont passées pour voir qui est le candidat ou quel est le parti qui a remporté haut la main dans ces deux régions. Donc, dire ici que le RDPC a intérêt à ce que ces régions soient bouleversées parce qu'il n'a aucun intérêt, non. C'est le vivier électoral du RDPC. Nous sommes présents là parce que nous gagnons. Donc ne venons pas à la télé dire des choses qu'on ne maîtrise pas, Madame Sadjo. Donc là nous sommes, non, vous devez seulement passer ce que vous avez dit, je reviens dessus. Donc c'est ce que vous avez dit. On interroge l'homme politique par les résultats des urnes et non par... Vous êtes majoritaire là-bas et vous n'arrivez pas à contrôler, à administrer. Comment vous expliquez cette alchimie-là, cette curiosité planétaire? Vous êtes majoritaire dans deux régions et les représentants de l'État n'arrivent pas à diriger là-bas. Comment vous expliquez? Mais vous voulez que les représentants de l'État... Vous êtes censé avoir l'adhésion de l'essentiel, de l'écrasante majorité des populations, puisque c'est votre voix qu'on doit entendre sur le terrain, puisque ce sont vos élus qui sont majoritaires. Tout à fait. Alors comment vous expliquez la curiosité que nous tous Je vais donc vous répondre. Le fait d'être majoritaire dans une région n'empêche pas aux populations de se soulever. Ça n'a rien à voir, Madame Sadjo. Rien à voir. Merci. Je vous apprends quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le fait que vous soyez parti du SIF ou là vous êtes aujourd'hui ne veut pas pour autant dire que vous n'avez pas un passage politique. Donc, ne jouez pas ce jeu-là, Madame. Le fait d'être majoritaire ne veut pas dire que les personnes vont se lever. Donc, il faut vraiment qu'on revienne au bon sens. Les cas du nord-ouest et du sud-ouest pour l'élection présidentielle, Eno Abrams Ekbe vient de rendre public les stratégies prévues pour la tenue des élections. Le président des élections, justement, annonce des centres de vote, c'est-à-dire ce qu'il appelle centres de vote. Hein, c'est des sortes de bureaux de vote regroupés dans une zone bien précise où on devra sécuriser pour permettre aux électeurs de venir voter dans toute la sécurité. Vous parliez tout à l'heure de réussir à assainir cette zone pour que ce soit dans la sécurité que les gens aillent voter. Voilà la proposition que fait le président Eno Abrams Ekbe. Je n'ai pas parlé d'assainir, j'ai parlé de pacifier. Oui, justement, de sécuriser et la pacification, l'acte de déplacement des bureaux de vote est un acte qui s'impose à cause de la réalité sécuritaire qui n'est pas bonne, mais elle ne sera pas suffisante. Nous craignons qu'elle ne soit pas suffisante parce que nous pensons qu'il va falloir aussi que, au-delà de nos ambitions politiciennes,
que les décideurs de ce pays, et là je mets ma casquette d'acteur politique qui soutient un candidat à côté, pour dire que les décideurs de ce pays, dans l'intérêt supérieur de la République, disent quelque chose de solennel, posent un acte symbolique solennel. Demain, on dira encore que je suis terroriste, hein, mais je dis ce que je suis en train de dire. Pose un acte, en dehors de descendre de l'avion et de lire un petit bout de papier, pose un acte symbolique solennel. Est-ce que ce monsieur peut me laisser parler? C'est moi qui avais la parole. Bon, je me tais. Alors, taisez-vous, parce que vous avez raconté des histoires depuis. Mais les décideurs vous ont dit que vous êtes une terroriste. Puisque les deux c'était... On va vers l'arrangement des choses, vous voulez toujours la guerre. Pourquoi vous devez tuer Abia? Ce monsieur comprend français. Non, je comprends l'anglais. Je dis qu'il faut que les décideurs de ce pays posent un acte symbolique solennel qui soit de nature à pacifier et apaiser le cœur afin de ramener, parce que le déplacement des bureaux de vote ne suffira pas à convaincre les citoyens de venir voter. Nous avons amplement parlé, je parle sous votre contrôle. Nous avons amplement parlé, mais il paraît que notre discours, quand il sort, quand il est émis, avant d'entrer dans les oreilles du RDPC, il est dénaturé. Il est dénaturé. Donc, j'ai dit, je mets ma casquette d'acteur politique de côté et je parle comme citoyenne pour dire que si on ne le fait pas, je crains qu'on ne soit en train de consacrer la sécession. C'est vous qui faites, c'est vous. D'accord. Monsieur Bedimo, vous vouliez temporiser tout en disant? Le dernier mot est la proposition du Mandem pour les 8 candidats qui sont contre Biya, que ce n'est pas parce qu'ils ont payé des cautions qu'ils pensent qu'il est tard pour qu'ils fassent une véritable coalition contre. C'est toujours possible parce que sans cela, nous ne les considérerons jamais comme des candidats qui ont voulu accéder à la présidence de la République. À voir ce qu'ils sont en train de faire, là, ramasser n'importe quoi pour dire qu'ils sont en train de faire je ne sais pas quoi, là, comment ils appellent ça, ou des plateformes. Ces alliances sont des plateformes. Des alliances, quoi que ça. Non, tout cela n'a aucun sens. Tant qu'ils n'ont pas accepté, entre eux qui sont déjà déclarés candidats, d'essayer de faire quelque chose qui créa un déclic auprès du peuple. Merci beaucoup. Et du peuple. Mais le peuple attend ça comme déclic, parce que tout ce peuple qui est résigné, qui se dit que écoutez, Biya va gagner, non, à quoi ça sert d'aller voter? Si ce peuple entend que il y a une forme de coalition entre les candidats déjà déclarés, pas aller ramasser, donner Yabba pour dire qu'on a fait une alliance ou quoi que ce soit. C'est déjà une dynamique. D'accord. Ramasser aussi, ça montre déjà le ton. C'est une manière pour nous de donner le modestement, certes, mais nous donnons le ton. Nous disons que ce sera un combat qui sera transpartisan. Il ne faut pas s'enfermer dans nos cocons partisans parce que c'est la République qui est en danger. C'est ce que nous disons. Il y a quelqu'un qui reste... mais nous y essayons. Qui reste dans votre logique. Ces cacophonies azimut dans les appels à voter dans les partis témoignent déjà de la difficulté de suivi de ces appels par les militants. De plus, quand plus de 90% des militants du RDP se sont inscrits et seront mobilisés en masse pour aller voter, qu'en est-il des autres partis? Leurs militants sont-ils seulement inscrits? Quelle proposition ira-t-on voter? Voilà, puisque après il revient sur le souci de vous voir rassembler pour les faciliter la tâche. Sécuriser les centres bureaux de vote seulement ne suffit pas. Il faudra aussi sécuriser les lecteurs durant tout le processus parce que c'est lui la cible des sécessionnistes. Et puis une dernière réaction, il faut savoir qu'inviter sur le plateau celui qui croit représenter le RDPC doit savoir se comporter. Alitou, depuis Douala, les militants d'un même parti qui obéissent à la même idéologie comme ceux du Manidem n'arrivent pas à s'entendre. Comment M. Bedimo peut-il penser que la coalition puisse être possible et facile avec des candidats qui n'ont pas les mêmes programmes, bien qu'ils visent un objectif commun, à savoir détrôner Biya? C'est M. Essomba qui nous écrit. Nous en sommes arrivés au terme de cette émission cet après-midi. Nous sommes certains que vous aurez appris encore beaucoup de la politique et de l'histoire de notre cher et beau pays. Merci beaucoup, Madame Alice Sadio, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Et sûrement, le voyage n'a pas été facile. Et merci beaucoup. Merci à vous, Président Zan, d'être une fois de plus disponible pour ce programme Tous Azimuts. Et bien sûr, à M. Bedimo qui a honoré une fois de plus cette invitation. Au plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Merci, tout le plaisir a été le nôtre.
Cette émission a été une fois de plus réalisée par Jean-Martin Kemfak, Marius Diamel et Eyoum étaient derrière les caméras. J'aurai le bonheur de vous retrouver samedi prochain. On sera une fois de plus tous azimuts pour discuter de l'avenir du Cameroun. Restez sur LTM. Au revoir.